Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle transmission des Prosmonautes. Aujourd'hui, je reçois Amandine Maroto. Bonjour Amandine, Bonjour et bonjour à tous. qui est, donc on le verra après par la suite dans le podcast, mais toi tu t'es reconverti donc du droit vers l'architecture d'intérieur. Donc on va revenir sur ton parcours, comprendre pourquoi. Avant, j'aime bien poser une petite question pour comprendre ce qui t'a animé avant de te présenter rapidement et puis tu me diras si ça colle bien. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de venir sur le podcast? Et ben voilà, on commence fort. Alors j'adore les questions surprises, c'est très Ouais. bien. Écoute, tu as contacté mon équipe et je trouve ça très chouette de proposer de s'exprimer sur des sujets qui sont extrêmement importants dans le monde dans lequel on vit, où on a une image de l'entrepreneuriat et de la prise de risque qui est devenue très glamour, mais qui occulte totalement la réalité de notre quotidien. Et en même temps, quand on a l'ADN pour ça, il faut y aller. Mm. Donc l'objet du podcast me parle totalement. J'en enregistre régulièrement et j'aime aussi beaucoup le format long. Donc toujours partante pour aider. Dont t'es consommatrice aussi sur YouTube ou, Alors sur ouais. différentes applis, mais totalement, je suis très souvent dans les trains et en voiture. Et Donc c'est j'écoute l'occasion. énormément de podcasts sur des sujets très variés. Ok, super. Écoute, pour commencer, je vais présenter ton parcours dans les grandes lignes. Si jamais il y a des erreurs, tu m'en voudras pas, je te laisserai corriger ensuite. Et puis on viendra sur une autre petite surprise qui est une première question clé. Donc toi, tu t'appelles Amandine, tu as 42 ans, deux enfants, Aïe. et tu vis au Luxembourg principalement, et tu es entre Luxembourg et Paris, parce que tu as des activités aussi sur Paris. Tu as fait un master en politique européenne à Sciences Po. Ensuite, tu as obtenu le CAPA à l'école du barreau de Paris. Alors, j'ai regardé ce que ça voulait dire. C'est la certification d'aptitude à la profession d'avocat. C'est ça? C'est le diplôme d'avocat en Diplôme fait. d'avocat. Pourquoi faire Exactement. simple quand on peut faire compliqué? Exactement. Et ensuite, tu t'es reconverti donc dans la décoration d'intérieur et l'architecture d'intérieur en obtenant un diplôme au CREAD. Tout à fait. Et tu as oublié un truc assez marrant, c'est que j'ai fait l'école du Louvre avec deux Mm. spécialisations. Watteau, jusque-là, c'est classique, Mhm. mais l'écriture cunéiforme, qui est en fait la première forme d'écriture des marchands, puisqu'ils Mhm. devaient compter leurs moutons. Et donc la civilisation sumérienne a développé des petits stylets qui permettaient sur de l'argile d'écrire en faisant des signes, Ok. qui est devenu l'écriture cunéiforme, qu'ils transposaient dans des petites boules, qui mettaient elles-mêmes dans une grande boule en terre cuite, et leur équipe, c'était pas le terme à l'époque, mais les gardiens de Ouais, troupeaux partaient d'accord. avec cette petite boule qui était le nombre de moutons qu'il fallait ramener. Donc j'ai eu quelques activités déjà à ce moment-là un peu atypiques. D'accord, ok. Je connaissais pas du tout l'existence de cette écriture et je pense que c'est le cas Si pour tu vas au beaucoup qui nous Louvre, il y écoutent. a, il y a énormément de Ouais. bâtiments et d'espaces dans lesquels on voit l'écriture cunéiforme. Mhm. Et ça se reconnaît très bien parce c'est un petit triangle sur le haut avec une petite pointe vers le bas. Et quand on sait ce D'accord. que c'est, en fait, on comprend vite. Je dis pas qu'on sait la lire, Mm. mais en fait, c'est vraiment la première forme d'écriture. Ok, hyper intéressant. Et donc, pour revenir sur tes expériences, grande ligne de tes expériences, donc tu as pratiqué quand même le métier d'avocat pendant 5 ans chez Arendt et Wendel au Luxembourg. Tu t'es reconverti ensuite vers l'architecture d'intérieur, comme on l'a dit auparavant. Tu as créé ta propre société qui s'appelle Atelier Compostelle depuis une dizaine d'années maintenant, qui opère au Luxembourg, à Paris, un peu en Belgique, on en parlait tout à l'heure. Tu es présidente de l'association Féminin Pluriel à Paris depuis 2 ans et tu es membre de We Are aussi depuis 2 ans. Parfait. Ça, j'ai rien oublié de Il y en a significatif. forcément, mais on complétera si On verra au nécessaire. fur et à mesure. Ça marche. Et donc, cette fameuse question clé, j'aime bien démarrer le podcast par une question un petit peu surprise pour capturer vraiment la spontanéité. Euh, Ça devait être une question que je posais plus tard dans l'ordre, mais en fait, quand on a préparé le podcast, j'ai senti aussi que c'est un sujet qui t'intéressait aussi. C'est cette question de statut, de passage de statut, parce que c'est quand même un sujet qui est important. Et pour parler avec beaucoup de gens qui sont dans cette hésitation, il y en a beaucoup aussi, et ça peut être mon cas parfois, de se dire, bah, tu as atteint une certaine position, un certain statut social auprès de tes amis, auprès de professionnels. Et donc, quand tu remets tout ça en cause, tu sais que tu peux perdre ça. Comment toi, tu as géré l'écart entre ton identité d'avocate, où l'avocat, c'est quand même quelque chose de très prestigieux dans la société, à celle d'architecte d'intérieur, et en plus de repartir au niveau de départ quoi, dans un nouveau secteur? Ouais, alors la question est très intéressante et je vais te répondre en deux temps. Il y a deux contextes. Il y a le contexte d'il y a une grosse dizaine d'années et le contexte aujourd'hui. Mhm. Il y a une dizaine d'années, une des premières remarques que j'ai eues lorsque j'ai informé mes confrères et consoeurs que je souhaitais prendre un an pour faire une école d'archi. Déjà, le métier, c'était assez abstrait pour eux. Euh, L'idée de travailler seul, ce qui était la conception qui se faisait, pas la mienne du tout, évidemment, d'un archi d'intérieur, alors là, on l'avait perdu. Et j'ai eu
des dizaines de fois cette notion, mais comment vas-tu faire sans statut social? Ok. Alors, il y a le poids des mots. Le statut, c'est pas une notion de groupe, c'est pas une notion définie, c'est ce que l'on est, ce que l'on incarne. Donc, je vais pas perdre mon statut. Mm. Et la place que l'on prend dans la société, c'est celle que l'on crée. Et on avait l'opportunité, je trouve, d'ouvrir des voies, d'ouvrir des pistes. Et moi, je voyais plutôt ça comme saisir une opportunité de marché, puisqu'il y a une grosse dizaine d'années, il y avait beaucoup d'archi, il y avait des décorateurs, mais l'archi d'intérieur, c'était plus abstrait. Donc, j'ai vraiment vécu ce comment vas-tu faire sans statut social? C'était pas un sujet. En revanche, j'avais conscience qu'il allait vite falloir créer une structure juridique, qu'il allait falloir avoir un nom et qu'il allait falloir aller vite aussi dans le fait de créer une entité autour de moi et pas moi toute seule. Ne serait-ce que parce que ça donnait confiance. Donc, Et il y a d'entourer de aujourd'hui, l'équipe et de professionnels ouais, avec toi. exactement. Et il y a le contexte aujourd'hui dans lequel c'est très glamour d'être architecte, où les designers, les architectes sont vraiment des stars pour certains. Et donc, il y a énormément de vocations qui naissent, énormément de changements de carrière, beaucoup d'avocats d'ailleurs. Et la question aujourd'hui du statut, en fait, se pose moins parce qu'elle est devenue beaucoup plus désirable. Le pendant de ça est que ça donne une impression de facilité, que ça donne l'impression qu'en ayant mandaté un archi une fois pour faire une de ces maisons et que l'on a choisi soi-même, après 10 rendez-vous avec l'archi, une couleur et un carrelage, on est en capacité de prendre en charge des lieux qui nous sont confiés, ce qui implique un timing, un budget, et qui pour beaucoup de clients, quelle que soit leur position sociale, puisqu'on est sur la question du statut, dans tous les cas, ça dit quelque chose. Donc on n'a pas forcément la capacité à s'intégrer dans ces milieux-là, même si aujourd'hui, la question de statut social, quand on devient architecte d'intérieur, c'est plutôt valorisé. Donc la temporalité est très différente. Ouais. Et surtout que maintenant, avec les sujets d'intelligence artificielle, j'imagine que tu en as d'autant plus qui se disent, en fait, c'est super facile, je vais voir ChatGPT et puis je vais mettre un prompt dedans, il va me sortir des images. Alors, il y a plusieurs éléments dans ta question et Mm. je suis tout à fait intéressée par ça parce que les IA, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Tu as dit, on va mettre un prompt. Mm. Ben, en fait, quand on a le bon prompt, oui, c'est génial. Mhm. Et donc, le talent de l'archi, c'est de travailler son prompt, ses éléments de langage, les ressources auxquelles il va faire appel pour avoir le bon prompt et donc éventuellement les bonnes images. En revanche, le copilot ou autre, fais-moi un intérieur de style français Ouais, ça marche pas. dans des teintes bleues, on va agréger de l'information, mais qui va être extrêmement simple. Et donc, on aura perdu la bataille de l'intelligence humaine. Alors qu'un bon prompt, ça rend plus intelligent. On pourra y revenir si tu veux. Ouais, c'est la différence entre l'utilisation active et passive de l'IA. Est-ce que c'est un complément de toi ou un remplacement de toi? Tout à fait. Et ça, on reviendra sur le sujet, ça marche. Et il y a une autre phrase qui m'a interpellé quand on a fait la préparation du podcast. J'ai essayé de reprendre tes mots de mémoire, mais tu me corriges si c'était pas exactement cela. Tu m'as dit une phrase qui m'a marqué, qui était « j'ai toujours fonctionné à l'opportunité ». Je pense que c'était plus ou moins cette phrase-là. Et donc, ça m'a amené plusieurs questions, parce que tu as t'as aussi un certain nombre de personnes avec lesquelles je peux discuter au quotidien et qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'opportunité ou que c'est un peu compliqué, etc. Et donc, toi qui fonctionnes beaucoup à l'opportunité, comment on fait pour cultiver un peu le fait de reconnaître les opportunités, te dire ça, c'en est une, je peux la saisir ou pas? Alors, c'est une question qui, de nouveau, nécessite pas mal de granularité dans la réponse. Je fonctionne effectivement à l'opportunité. Ça veut dire que je travaille à les créer, à garder les yeux ouverts et à les saisir, quitte à rater parfois. En revanche, je ne dis jamais non. Au sens, c'est pas la peur qui me fait dire non, que ce soit dans la vie ou dans l'archi ou dans l'entrepreneuriat. Savoir sauter sans parachute, j'ai aucun problème. Après, j'en assume les conséquences. Ouais. L'opportunité, il y en a toujours. Qu'est-ce qu'on définit comme une opportunité? Il y a ce que l'on cherche à un moment, il y a ceux que l'on aperçoit et ce sur quoi on va s'appuyer et que l'on va créer, et puis il y a celles qu'on va vraiment créer parce qu'on va apprendre à demander. Je fonctionne à l'opportunité parce que je crois savoir analyser ce qui se passe sur un marché, identifier un segment ou un positionnement sur lequel on peut être plus spécifique. Par exemple, aujourd'hui, on a une vraie identification sur l'aménagement de fondations philanthropiques. C'est pas un segment de marché. Mais en fait, on l'a créé parce que c'est une typologie, c'est un persona de client pour lequel on aime travailler. D'accord. Mais c'est invisible parce que c'est des projets très discrets. Donc ça pose différentes questions. Après, sur la question de l'opportunité et d'apprendre à... Les gens me disent, il n'y en a pas d'opportunité. Ben, c'est pas vrai.
Simplement, si on veut, si on a une idée préconçue de ce qui doit être une opportunité, de ce que l'on cherche, de ce que l'on attend, et que tout ce qui n'est pas exactement ça sort du scope, de fait, il n'y en a pas. Et puis si on réfléchit trop longtemps avant d'avancer et de se dire que malgré la peur, malgré des doutes parfois, malgré le business plan qui ne colle pas à 100%, il n'y a pas de bon moment. Ouais. En revanche, il y a des opportunités tous les jours, il y en a 10 tous les jours. Combien est-ce qu'on est capable de voir et sur combien on est capable de créer quelque chose, c'est une autre conversation. Et d'ailleurs, du coup, c'est à ce sujet-là, toi qui fonctionne à l'opportunité, donc du coup, qui a appris à te les créer, parce qu'il y a les opportunités qui viennent à soi de par ce qu'on a fait par le passé, et puis les nouvelles qu'on se crée, comme tu dis, oser demander. Comment tu fais, toi, pour te dire si tu en as, par exemple, 10 par jour, pour te dire celle-là, je la prends, celle-là, je la prends pas, ça, c'est une bonne. C'est-à-dire qu'avant, tu t'as défini clairement là où tu voulais aller, et tu sais celles qui servent ton projet, ou alors c'est un peu à l'instinct, comment tu fonctionnes là-dessus? D'abord, il y a on est sur un sujet d'entrepreneuriat. Il y a un sujet de vision. Je dois savoir très clairement où je veux aller. Je dois livrer un produit, un service à mes clients qui est impeccable. Et le reste, c'est de l'opportunité. Les pas de côté de l'opportunité, je n'ai quelques exemples. On m'a demandé un jour, Jean-Gabriel Cos, qui est l'expert français de la couleur, avec qui je m'entends très bien, me dit un jour, mais Amandine, on va créer des couleurs ensemble. Alors moi, je crée des couleurs, je suis pas peintre, je suis pas designer, je sais même pas comment créer une couleur en fait. Je sais pas qui on va voir, je sais pas. Je lui ai dit ok. Lui, il y avait l'industrie autour, il y avait un besoin identifié sur une collection de peintures signée par un architecte d'intérieur. Bon, une c'était mieux, donc tant mieux. Ouais. Et puis il fallait quelqu'un qui ait la capacité de prendre des décisions et de s'exposer. Donc c'était typiquement une opportunité. Ça aurait pu rester, on dédicace un livre, on prend un café et on est potes et c'est très bien. Mais on a vraiment fait ça ensemble. C'est la première collab qu'on ait fait au bureau. Et comment on fait? En fait, on a défini un angle, on a discuté avec les industriels qui la produisaient ensuite, on a choisi un segment de marché, mais c'est parti de je te propose quelque chose et j'aurais pu juste ne pas l'entendre. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, ça, c'est comment est-ce qu'on la saisit et comment est-ce qu'on la développe. Après, il faut aller au bout, sinon ça reste une idée. Tous les jours, est-ce qu'il y a 10 opportunités? Honnêtement, j'aimerais bien. C'est pas tout à fait la réalité. Quoique des fois, ça peut être fatigant si on a vraiment tout le temps, tous les jours. Ouais, alors après, il y a une question de personne. Ouais. C'est que moi, j'essaie de choisir des projets avec des personnes que j'apprécie, qui sont positives, qui sont solaires, qui sont dynamiques, qui peuvent m'amener quelque part, et à qui je puisse aussi rendre ce qu'elles m'ont proposé. Enfin, je trouve que la notion d'échange et de donner pour recevoir, c'est hyper fort. Donc s'il y a 10 opportunités et que les 10 me plaisent, après, il y a une question de temps et d'argent. Ouais, puis de priorité, après, tu fais ton choix. Exactement, et puis il y a les opportunités que l'on aperçoit, qu'on nous propose, et ce qui a une chance d'aller au bout. Donc, il y a pas mal d'éléments, mais en vrai, il n'y en a pas 10 par jour. On essaie d'en créer beaucoup, et il y a quand même des éléments factuels, pragmatiques. C'est que je ne dirige pas une charity, je dirige quand même une entreprise, enfin deux. Il faut être rentable si après tu veux pouvoir payer les personnes et continuer d'avancer. Ouais. Ok, donc pour ceux qui nous écoutent, dans ce que tu dis, je comprends que tu as un peu deux niveaux, enfin deux phases à l'opportunité. Déjà, c'est ne pas dire non, ne pas se fermer trop vite. Avoir les yeux ouverts, engager, voir déjà. Ouais. Et puis t'engages un peu la discussion, et après, c'est pas une voie à sens unique. Donc si jamais tu te rends compte que finalement ça ne matche pas bien avec la personne, ou que ça ne correspond pas avec l'idée que tu en avais, tu peux l'arrêter, peut-être faire demi-tour. Ou ça peut pivoter. L'opportunité, elle peut... En fait, on entend souvent par opportunité, saisir l'opportunité, ça implique qu'elle vienne tout à vous. L'opportunité, on se la crée aussi. Donc il y a vraiment quand même ces deux volets qui sont indispensables. Ouais. Et puis une opportunité qui peut paraître la voie royale peut en fait évoluer, pivoter, devenir un autre type de projet. Je vais donner un exemple sur la curation d'art. J'ai des copines ont créé une galerie, j'ai eu envie de les soutenir, j'ai acheté des œuvres, elles m'ont appris. Donc l'opportunité pour moi, c'était de commencer à créer une collection. Mais ça a créé d'autres opportunités, qui est qu'aujourd'hui, j'ai un très fort réseau de galeristes, d'artistes, et que j'ai vraiment développé à part entière une activité de curation d'art qui se décline en créer des art clubs dans des entreprises, organiser des expositions, animer des conversations autour de l'art pour des marques fortes qui veulent animer une communauté autour de leur identité, sur de l'expérience qui ne s'achète pas, et puis des temps privilégiés avec les artistes, dans les galeries, dans les ateliers. Donc, c'est parti d'un début d'opportunité dont on a fait quelque chose de très important aujourd'hui. Ouais, c'est un peu exponentiel. Après, ça se développe dans plusieurs directions. Et est-ce que dans toutes ces opportunités que tu as repérées ou saisies, est-ce qu'il y en a où, avec le recul, tu t'es dit
ça, j'aurais peut-être pas dû la saisir, ça, c'était une erreur, ou ça m'écarte un peu de là où je voulais aller ou de qui je suis? Alors peut-être dans celles qui sont pas allées au bout. Alors, oui, j'ai voulu ouvrir un bureau au Pays Basque. La sœur d'une de mes amies s'était reconvertie, avait potentiellement un réseau de clients intéressant, et puis c'est une région que j'aime bien. Donc on s'est dit, il y avait différentes façons de faire, pourquoi pas ouvrir un bureau ou une franchise Compostelle. Donc j'ai réfléchi, j'ai travaillé vraiment pendant une grosse année sur le principe d'avoir une franchise Atelier Compostelle. Et donc l'idée était d'en ouvrir une, plus d'autres. Et le temps passant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas la bonne idée et qu'il valait mieux la soutenir, elle, qui avait en fait cette fibre entrepreneur, envie de se créer une identité, et en fait, plus ça que de développer la mienne, et sur un segment qui était en fait pas le segment sur lequel moi je voulais aller 5 ans plus tard. Donc il y avait une opportunité d'ouvrir un bureau rapidement avec quelqu'un que j'apprécie et dans un contexte hyper intéressant, mais malgré tout le temps et l'énergie que j'y ai consacré, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, il n'y a pas de franchise Atelier Compostelle. Je ne dis pas que ça n'existera pas, mais j'ai pas le modèle pour l'instant. D'accord. Ouais, ça résonnait pas en toi au moment où tu as creusé. Non, et ça, c'est un sujet qui est dans un coin de ma tête. Mais je ne vois pas trop comment le développer. J'en parle encore avec des avocats, j'en parlais avec des copines avocats ce midi sur ce sujet-là. Il y a plein de volets qu'on est en train de déployer. Ce volet de la franchise sur l'agence d'archi, aujourd'hui, c'est une idée, mais j'ai pas le... Ouais. je ne sais pas comment la déployer. C'est ça qui est bien avec les idées, c'est qu'elles vivent aussi dans le temps, et en fait, Ouais. t'as pas de réponse Ah là. bah là, peut-être que celle-là, t'en j'ai auras dans la tête depuis 5 ou 6 ans. dans Ça fait longtemps que ouais. qu'elle revient. Et que... Faut le temps qu'elles mûrissent, peut-être. Ou pas, parce qu'après, t'as des idées que t'exploites, d'autres que t'exploites pas, et c'est la vie, quoi. Et c'est peut-être pas le modèle. Et c'est peut-être pas le modèle, complètement. Et du coup, donc, pour revenir un peu plus sur ton parcours, et que ceux qui nous écoutent comprennent un peu mieux ce chiffre, ce passage-là, et cette reconversion-là, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du droit, du métier d'avocat, à l'architecture d'intérieur? Est-ce que c'est un ressenti personnel, un contexte, une rencontre? Alors, c'est toujours un C'est contexte. très, enfin, de ma vision, c'est quand même très très différent en tout cas. Pas Alors, d'une opposé, certaine mais- façon, mais pas intégralement. C'est-à-dire que le contexte, la vie n'est faite que de contexte. Quand j'étais avocat, ce que j'aimais, c'était les gens. Et dès que j'ai commencé à travailler, on m'a tout de suite envoyé faire tous les boards, en me briefant bien avant, mais personne ne voulait y aller parce qu'on avait peur. Moi, j'adorais ça. J'aimais voir des gens, comprendre leur industrie, savoir pour qui je travaillais, à quoi servait ce qu'on faisait. En revanche, certains se reconnaîtront dans cette phase de ma vie, et qui sont parmi mes meilleurs amis aujourd'hui, mais qui étaient mes boss à l'époque. Elles s'arrachaient les cheveux parce qu'elles me revoyaient 10 fois avec les mêmes documents. Enfin, ça m'embêtait tellement que j'avais pas lu la dernière page, il y avait sur un truc qui allait pas. Par contre, j'avais la capacité à vite comprendre, à ne pas contester, parce que quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et je suis pas une technicienne, mais même aujourd'hui, je suis pas une technicienne, ni de l'archi, ni du droit, ni... Mais je comprenais l'intention de ce qu'on voulait faire, je savais ce qu'il fallait capter dans ces réunions-là, je savais comment rassurer nos clients, et je savais quoi retranscrire à ceux qui étaient des as de la technique juridique. Donc, cette notion de faire avec des gens et d'avoir quelque chose de concret était très présente, liée au fait que j'ai l'intime conviction que la beauté nous sauve tous les jours, qu'elle est ce qui fait que chaque journée, quand c'est difficile, reste supportable, qui fait que quand c'est beau, les journées elles sont encore plus magiques parce qu'on est entouré d'une forme de beau qui est très relative. C'est qu'est-ce que chacun trouve beau à un temps T, ça pourrait être un podcast à part entière. Néanmoins, j'avais vraiment envie de vivre dans des lieux qui étaient agréables, qui étaient que je trouvais beaux en tout cas, qui me ressemblaient, qui me parlaient. Et c'était pas encore le moment où les law firms investissaient fortement dans des lieux. Donc les bureaux n'étaient pas hyper cool. Et j'ai eu, on va dire une opportunité, mais d'aller faire une école d'archi à Lyon. Mais quand même, le jour même, j'ai fait entretien dans un cabinet d'avocat, histoire de sécuriser le truc, et entretien à l'école d'archi. Et j'avoue que dans l'étape préalable, je voyais bien que j'étais quand même pas... on me donnait des planches, des décollages, enfin bon. Et à l'entretien, je demande à la directrice de l'école ce qui fait que... Est-ce que j'ai une chance d'être choisie? Regarde, elle me dit, mais Amandine, si c'est pas toi, c'est personne. Alors j'avoue que ça m'a beaucoup touchée. Et elle m'a expliqué. Donc oui, effectivement, la technique était pourrie. Que c'est sûr que mes plans de bureau, il n'y avait rien qui marchait. Mais en fait, vos dossiers sont impeccables et ils sont bien expliqués. Vous avez le sens des mots, vous avez le sens quand même de l'espace. Et puis vous êtes la seule, dans chacune des étapes, à avoir rendu tous vos dossiers. C'était des process à l'époque qui se faisaient en entretien et en petits dossiers. Et puis en fait, et puis je sens que vous avez ce qui arrive, cette vocation pour ce métier-là. Donc c'est ce qui m'a fait basculer. C'est de te dire,
J'étais au début d'un pont, je devais arriver au bout, et OK, au bout du pont, j'ai choisi. Et j'ai pas sauté du pont, mais Ouais. j'ai sauté dans ce merveilleux univers de l'archi d'intérieur. Donc c'est D'accord. vraiment les gens, la capacité à porter des projets et l'envie de faire des lieux qui soient tous une forme de respiration, qui soient au service des personnes qui y vivent. Et voilà, une grosse dizaine d'années après, j'ai une vocation, j'ai pas un travail. Ouais, ok. Ça, c'est hyper important, la question de la vocation. Et du coup, pour bien comprendre, c'est quoi? C'est une personne que tu as rencontrée qui t'a donné l'opportunité de faire cet entretien-là et que t'as... Alors la fille de ma marraine, la fille aînée de ma marraine, Ok, était et est toujours archi d'intérieur chez M. Moser à Singapour. C'est la plus belle agence dans cette zone géographique qui fait des yachts, toutes les boutiques de luxe, etc. Et quand j'entendais ma marraine parler du travail de métier de sa fille, je me disais quand même, j'aimerais bien faire ça. Et sa fille s'appelle Clarisse et ma fille s'appelle Clarisse en écho avec cette fameuse Clarisse que j'admire, que j'aime beaucoup par ailleurs. d'accord, ok. Ouais, donc c'est quelque chose qui s'est présenté à toi, mais c'est quelque chose que tu ressentais déjà au fond de toi à un Oui, moment et ouais, que tu regrettes pas du tout aujourd'hui. Ok. absolument pas. Et du coup, on parlait un peu du statut tout à l'heure. Quelque chose qui se rapproche, c'est l'entourage. On sait que l'entourage, c'est hyper important au quotidien pour Mm. nous soutenir, nous changer les idées, etc. Comment ton entourage a pris cette reconversion? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce qu'ils se sont posé des questions? J'ai Comment été ça très s'est passé? soutenue. Là, je dois dire que l'ensemble des personnes qui m'entourent d'un point de vue familial comme amical, passer le dans quoi tu te lances, hein, Mm. a été hyper supportif. Ça a été mes premiers clients, ça a été les premières personnes à parler de moi, à me faire confiance, à m'acheter des lieux pour que je puisse les rénover et avoir les premiers projets. Donc ça, bien sûr que c'est important, mais après, je suis un peu têtue. Et donc, si on me dit non, j'y vais quand même. Enfin, quand j'ai l'intime conviction que c'est le bon chemin. Et je suis comme ça enfin, dans tout, en fait. Je crois que j'ai une forme d'intuition qui est ultra développée. Et je me fais confiance. Donc là, quand il a fallu expliquer aux parents que... Alors, ils avaient financé super d'études, j'avais fait le tour de l'Europe, j'étais bien installée, mais que je recommençais à zéro. Et ils ont été très calmes. Je crois que là, ils ont géré ça avec beaucoup d'amour et de gentillesse. Ils dit bah, très bien, donc maintenant que c'est parti, c'est parti. Ah, parce Et que c'est vrai que pour les parents, j'imagine, enfin moi pour en avoir reparlé avec mes parents et avoir entendu aussi d'autres parents, c'est vrai que souvent tu as ce truc de dire bah, j'ai fait un peu mon boulot de parent une fois que mon enfant a trouvé son travail et est bien casé, a peut-être son domicile, non, mais etc. Et avec moi, donc ils là, savent que enfin, donc ouais, depuis c'était... grande comme ça, de toute façon, ça n'est jamais linéaire. Ouais, Ce n'est jamais totalement fluide. J'avance aussi par à-coups parce que parfois, il faut forcer les choses. Dans les études, parfois, on veut faire une école pour laquelle il faut avoir déjà un certain type de diplôme au préalable, mais qu'on n'a pas forcément, on veut le faire quand même, et il faut quand même pousser, il faut y aller, et puis il faut essayer. Et dans la vie, c'est si on attend juste le bon moment, l'opportunité parfaite et d'être pris en charge, c'est totalement pas moi. Donc ils savent que jusqu'à mon dernier souffle, je les ferai tressaillir. donc bah, c'est bien, c'est-à-dire ils te connaissent bien et toi aussi. Oui, je suis navrée, papa et maman. Je sais que je vous mets à rude épreuve en ce moment, pour plein de raisons. Mais vous inquiétez pas, je continuerai à Tout être va fière bien de se moi. passer. Exactement, tout va bien se passer. Et c'est hyper intéressant, juste pour rebondir sur ce que tu disais, sur t'écoutes beaucoup ton intuition. J'écoutais un podcast il y a peu de temps d'un entrepreneur justement qui parlait de ça et qui disait, euh, pendant un moment, il se fiait beaucoup aux chiffres, à ce qu'il pouvait observer, Oui, à il faut des les éléments deux. factuels. Donc il faut ce côté-là. Mm. Et où lui disait, bah, je le faisais beaucoup comme ça, beaucoup aussi par rapport au regard des autres ou au contexte, Mm. et pas assez à son intuition. Et il expliquait qu'il avait fait un travail justement pour essayer de plus écouter son intuition et qu'en fait, c'était pas un super pouvoir, mais c'était une compétence qui était Mm. super sous-estimée en tout cas, et que si tu arrives à plus l'écouter, a priori, tu fais des choses plus sympas, plus alignées avec toi en tout cas. Ouais, il y a le pouvoir de la pensée, de l'intuition, de Mm. l'intention. Je pense que tout va ensemble. Je vais préciser. Suivre son intuition, ça ne veut pas dire que je vois un projet sympa, je fonce et je fais n'importe quoi. Ça veut dire que je prends le temps de réfléchir, mais quand j'appuie sur le bouton, j'y vais. Et je vais confronter les chiffres, les éléments de contexte. La réalité, c'est qu'on est incapable de dire de quoi le monde demain sera fait. Donc si le projet que l'on engage n'est pas ancré, n'est pas aligné, enfin si on n'est pas totalement aligné avec ça, que ce soit les gens qui nous entourent, que ce soit des éléments factuels de chiffres, d'investissement, que ce soit des projets à long terme ou à court terme, on doit y croire, on doit être convaincu. Et l'intime conviction, elle est quand même... les jésuites donnent une guidance, je dirais, pour prendre des décisions qui est regarde au fond de ton cœur. Pour moi, l'intuition, c'est vraiment ça, c'est que
est-ce qu'au fond de mon cœur, je suis convaincue que c'est le bon projet, la bonne personne, la bonne voie, le bon sujet. Et ça se décline de plein de façons différentes. Quand on s'entoure, c'est aussi des équipes. J'ai la chance, enfin c'est une chance infinie, qui n'est pas que de la chance. Mais tu es entouré de personnes qui s'apprécient, qui progressent ensemble, en qui j'ai une totale confiance. Et la confiance chez moi excluant le contrôle, la décision finale sur les choix, elle se base sur l'intuition. Et comment on fait pour regarder son cœur? Parce qu'on imagine bien qu'on va On pas écoute, s'ouvrir. alors on doit écouter au On fond va de pas son s'ouvrir et cœur. regarder. Mais comment on fait ça pour... parce qu'on est sur un podcast aussi beaucoup tourné sur la partie croyances limitantes et toute cette partie un peu Ouais. psychologique. Comment on fait, selon toi, pour vraiment écouter ou regarder vraiment au fond de son cœur? Alors, une croyance limitante est que quand ça va très vite et qu'on est très très sûr et que on est ultra enthousiaste, il faut se méfier de l'excitation du départ. Bah, pas du tout en fait. Moi, j'y crois pas du tout. D'accord. Et je pense que justement, il y a trop de projets qui sont ratés ou d'opportunités qui sont manquées parce que l'enthousiasme du départ qui fait oublier les difficultés, ça c'est vrai. C'est que l'adrénaline efface partiellement les difficultés qu'il faut affronter, mais pour de bonnes raisons parfois. C'est que les difficultés, elles ancrent une conviction, elles ancrent des sentiments de vie, elles ancrent des engagements. On sait que quand on a passé ces difficultés, tout ce que l'on va vivre après, construire après, on va le faire pour les bonnes raisons et avec le bon entourage. Je vais prendre un autre exemple pour expliquer ça. Un jour, Sébastien Colombier, qui est le patron de Vase de Carreau, m'appelle en me disant qu'il envisage de créer une marque spécifique dédiée à l'édition. C'était il y a 3 ans environ. Donc on se retrouve dans le sud de la France. Mon équipe me disant, on est sous l'eau, là, nous, dessiner des carrelages, on ne sait pas par où commencer. Te lance pas là-dedans. Bon, il fallait pas me lancer. Alors déjà, le challenge. Hein. Et en plus, on me propose quelque chose dont j'avais toujours rêvé. Dessiner des décors quand on est archi, on aime ça. Et on a envie que les gens le voient, ils le partagent, les mettent chez eux. Et donc, j'ai dessiné 2-3 collections. On en a choisi une ensemble. Mon intuition était que c'était pas tout à fait ça, mais qu'il y avait quand même un point de départ. On l'a prototypé, réimprimé pendant 2 ans. Rien ne marchait. On a arrêté. Pas en disant on arrête, mais on n'a pas trouvé le truc. Et puis, il y a environ 1 an, on a un petit peu adapté le dessin et on a changé la chromatique. On est passé d'une chromatique terracotta et blanche, qui est quand même dans mon ADN de fille de Provence, à une chromatique noir et blanc, qui est au fond de moi ce que j'aime vraiment. Et là, d'un coup, en fait, tout sortait. Le décor devenait le bon. Et donc, le 5 et 6 novembre à Archie at Work, Uptile, donc, qui est la marque d'édition de Vase de Carreau, présente cette collection. Mais il a fallu 3 ans en partant de l'intuition qu'il y avait un truc à faire sur un marché qui est très occupé. Donc, on a dû trouver des éléments différenciants. Et malgré le fait qu'il y a énormément de designers, énormément de marques, je suis hyper fière d'avoir réussi à dessiner un décor avec mes capacités de dessinatrice, autant dire, elles sont quand même très limitées, partant de l'intention et de l'intuition. Je trouve que c'est hyper joli. Ouais. Et j'espère que ça va être adopté et que ce sera dans plein d'intérieurs. D'autant qu'on peut garder nos 2 couleurs ou dès 10 mètres carrés, personnaliser la teinte. Donc c'est juste, en fait, c'est juste génial. Ouais, déjà, félicitations et puis je te le souhaite aussi. Comment on fait pour garder une intuition pendant 2 ans? Parce que, tu sais, il y a des différences des fois entre l'entêtement et la résilience. Après, c'est plus une intuition, après, c'est devenu un projet. Ouais, comment on fait pour se rester pendant 2 ans et puis se dire, au bout de 2 ans, allez, là, on arrête. Et pourquoi pas un peu avant, on a un arrêté peu et après. repris. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on revient aux opportunités de marché et aux convictions qui sont portées par plusieurs personnes. Il y a clairement une opportunité de marché sur un décor qui est inspiré à la fois de glanum, des amphores, des bonbons, de silhouettes, tout ça qui se retrouve sur un élément de décor. Sur le poétisme négatif, qui est une façon de colorer que j'aime beaucoup et qui est très signature de notre travail, avec, il y a énormément d'archis qui veulent des petites quantités parce qu'en fait, ils ne font pas des milliers de mètres carrés avec le même décor et qui ne trouvent jamais la bonne teinte. Donc en fait, ils vont choisir un décor de carrelage et ils vont coordonner leur univers textile et peinture à partir du choix imposé. Et nous, on propose d'inverser la réflexion. C'est, vous avez construit un univers et c'est le support, c'est ce qui est sur le mur et sur le sol qui vient s'adapter à la mood board que vous avez définie, à vos textiles, à vos peintures. Donc en fait, on inverse le sens de la réflexion. Et là-dessus, je crois qu'il y a quelque chose de nouveau. D'accord, ok, intéressant. Donc comment on garde l'intuition, pardon, c'est la question. Là, parfois on doute, mais on se dit quand même, j'en ai besoin. Et chaque fois, dans tellement de projets, on se dit, mais si on avait pu sortir ça, là, on l'aurait mis. Et il y en a quand même besoin. Et puis ce petit prototype, il était au bureau à côté de nous. Et on se dit, ah, c'est joli, ça, c'est chez qui?
c'est un prototype. Donc on voyait quand même qu'il y avait une envie de... Donc, le message en dessous de ça, c'est quand même qu'il y a certains projets qui mettent du temps à avoir le jour Ouais. et qu'il faut suffisamment itérer. Ça, vous avez essayé, réessayé, puis un jour, ça Oui, et il ne match. faut surtout pas sortir un mauvais projet. Il faut savoir s'arrêter, pondérer. Si on n'a pas sorti les couleurs précédentes, c'est qu'aucune n'était ce que je voulais proposer. Les teintes n'apportaient rien en fait au décor. Et la teinte, elle doit amener quelque chose à l'objet, au décor. Et Torres Sotsas utilisait très fortement la couleur pour renforcer le sens et la matérialité des objets qu'il créait. En fait, D'accord. avec un carrelage, c'est un peu ça aussi. On va le voir tous les jours, ça amène une matérialité et un contraste très fort, donc ça doit être vraiment juste. D'accord. Et c'est marrant ce que tu dis, parce qu'on entend souvent dans les podcasts et dans l'entrepreneuriat qu'il faut très vite aller tester son produit, son idée auprès du marché. Donc toi, tu es OK, mais il faut quand même être convaincu. Ce que tu disais, il ne faut pas sortir un mauvais projet, Alors, c'est-à-dire il faut ouais. attendre d'être toi convaincu par le projet. Oui, Pour toi, c'est ça ça? dépend des segments sur lesquels on est positionné. Mm. Parfois, on ne peut pas tester le projet. Dans le sens où on peut le tester indirectement en ayant ce petit échantillon quelque part dans le bureau et nos clients qui regardent, qui demandent ce que c'est. Mais à partir du moment où on l'a sorti, qu'on l'a en photo sur un projet, c'est plus une idée originale. Ça a été vu, ça a été montré. Donc on ne peut pas tellement tester en ça. En revanche, tester des segments de prix, tester... Oui, et puis dans le test, il y a quand même... il y a ce que l'on veut bien nous dire. Et on ne dit jamais totalement la vérité, je crois. Ensuite, ça dépend des sujets. Et c'est sûr que moi, je n'ai pas développé une appli. J'ai pas développé une app. J'ai pas... Enfin, voilà, tout ça, c'est pas... j'ai pas... Il y a une façon de test and learn, mais... le test and learn dans nos métiers, c'est de faire grandir nos boîtes de manière empirique. C'est de se dire, parce que je veux avoir 150 personnes, dont 50 qui font de l'hospitality, 20 qui font de la matérialité, du dessin et de la curation. Enfin voilà, tout ça, c'est pas... ça se fait petit à petit. C'est 1, puis 2, puis 3. Donc en fait, l'itération, elle vient par le fait que le marché conforte ou pas une proposition. Donc d'une certaine manière, oui, Et on par teste. ton expérience. Voilà. Mais sur ce sujet-là du carrelage, à partir du moment où le décor est visible, c'est fini. Il y a des industries tellement fortes qui reprennent les décors, qui sont protégés, mais en vrai, on est tout petit, on peut pas se battre. Et donc, si tu les sors, en fait, tu sais que Une fois pas qu'il le est temps sorti, une fois qu'il est sorti, il faut aller vite, par contre, sur la communication, sur le faire savoir, sur... pour que le marché identifie bien que c'est ton idée originale. Alors, c'est mon idée originale, c'est le projet de Sébastien pour Uptile. Donc, c'est un projet d'entreprise en commun, je dirais. Ouais. C'est vraiment un sujet qu'on porte ensemble. Moi, c'est mon dessin, ouais. mais c'est son projet d'entreprise, c'est sa première édition, donc il y a un vrai enjeu. Oui. Ok. Et pour revenir, je voulais t'interpeller sur un sujet, tant qu'on était sur les croyances limitantes, justement. Est-ce que toi, tu as fait face au syndrome de l'imposteur quand tu as démarré justement l'architecture d'intérieur, ou pas tant que ça? Alors, j'ai envie de te dire que non, parce que je ne dis pas que je sais toujours, même quand je dis oui, je sais faire, ça ne veut pas dire que je sais le faire, ça veut dire que je vais me donner les moyens de savoir le faire. C'est une question qu'on me pose beaucoup. Je ne me dis jamais, je ne suis pas légitime. Parce que ce qu'on va sortir, ce qu'on va livrer, ce qu'on va proposer, on aura fait le taf. D'avoir l'idée, de s'être reformé s'il faut. Donc, on l'entend beaucoup, après c'est un peu à la mode. Et je crois aussi, je sais que c'est une idée, enfin c'est une pensée qui est un peu clivante, que le syndrome de l'imposteur, c'est un luxe. Je vais t'expliquer. J'ai mes shorts de début comme ça, pour faire des vues sur le podcast. Parfait. Et je le crois vraiment. Quand on n'a pas le choix, on ne peut pas avoir un syndrome de l'imposteur. On doit faire quoi qu'il arrive. Il y a des situations sociales, il y a des sociétés, et il y a des moments de vie dans lesquels, comment peut-on se questionner sur la capacité que l'on peut avoir ou faire ou pas. Whatever the cost, on le fait. Parce que parfois, c'est vital. Et donc, c'est très chic, c'est très élitiste, en fait, je trouve, d'avoir l'opportunité de se dire, enfin, de ressentir un syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai pas le choix. Et est-ce que tu ne penses pas que pour beaucoup de personnes, c'est l'éducation, la société, les rencontres et tout, qui ont créé des couches et des couches qui te font ressentir ça, et donc on en est tous un peu responsables, et puis des fois, il y a des choses des croyances qu'on a construites avec le temps indirectement, et qui sont difficiles aussi parfois de s'en sortir. Non, mais les croyances, c'est terrible, surtout quand elles sont limitantes. Mais il y a heureusement aussi des croyances qui rendent exponentielles les idées. Oui, bien sûr, les mots que l'on entend tous les jours, les encouragements et la confiance que l'on reçoit des parents, on en parlait tout à l'heure,
Moi, j'ai quand même grandi dans un environnement dans lequel tout est possible. Dans lequel, à travers on m'a toujours dit que mes parents, ils ont une confiance en moi et en l'école. Et j'ai une immense confiance, malgré le fait que le système d'éducation français a des limites. Le fait que je sois allée chercher aussi ailleurs des volets culturels, des questions de fluidité de langue, etc. Mais, mais je suis là aussi grâce à l'école gratuite en France. C'est pas le cas partout. Donc mes parents, ils ont vraiment eu conscience du fait que être très bon à l'école, ça évite les croyances limitantes. Il aurait pu y en avoir. J'étais pas dans les meilleures écoles, mais ils ont tout fait pour me changer d'école. Les profs m'ont pris avec eux pour me mettre dans les meilleures conditions pour aller le plus loin possible. Après, il fallait travailler. Mais donc j'ai été dans des environnements qui m'ont porté, qui m'ont poussé, qui ont cru en moi. Et l'autre point était que la lecture a toujours été hyper présente. D'accord. Donc c'était pas l'art directement, c'était pas des lieux splendides dans lesquels on vivait, parce que c'est pas tellement l'intérêt et le propos de ma famille. En revanche, je me créais un imaginaire avec ce que je lisais, et je savais que la culture, alors la lecture, la musique, l'art, tout ce que tu veux, aujourd'hui on peut le décliner, mais je crois que voilà, quand on a cet ancrage et cette capacité à lire et à apprendre, il n'y a aucune raison de ne pas savoir faire. Je complète, pour pas savoir faire, pas savoir demander à qui saura faire. C'est la contrepartie de... On n'est pas... Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. C'est sûr que si demain, on me demande d'aller faire un one-man show, bon, je suis pas une grande... Enfin, je suis très marrante, mais je suis pas une grande comique. Donc, je suis totalement imposteur au tenter. Mais si je te dis, allez, ok, soyons fous, allons-y, je vais apprendre. Je vais demander, je vais m'entourer, je vais essayer. Et ne me lancez pas le challenge, s'il vous plaît, par contre. Mais dans les commentaires, on verra ça défiler. Non, alors, c'est pas le projet du moment. En fait, pas chanter non plus, en dehors des karaokés avec les amis. En revanche, je serai un imposteur au tenter, mais pas au moment où il faudra déployer le projet et le montrer. Donc, tu vois, la différence, elle est là. Oui, c'est de se former, d'apprendre, de croire en soi, et oui. puis après, tu feras pas voilà. parfait. Se dire, en revanche, non, bien sûr, je suis pas un imposteur, je peux tout faire. Non, personne, c'est pas vrai. Mais bon, c'est un peu à la mode, et moi, je pense que c'est un luxe, et c'est un luxe que je n'ai pas. Ok. Intéressant d'avoir ta position là-dessus, en tout cas. Et du coup, sur tous ces sujets de croyances limitantes, est-ce que déjà pour toi, est-ce que t'en as, est-ce que ce soit avant de te lancer dans tes études, avant de faire des choix ou avant de passer dans l'architecture d'intérieur justement, est-ce que tu avais toi des croyances limitantes que tu as identifiées où tu t'es dit, ok, là, il faut que je travaille un petit peu pour la dépasser. Est-ce qu'il faut toutes les dépasser aussi, ces croyances limitantes, ou pas forcément? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Je réfléchis. Sans être aux croyances limitantes, je pensais... Alors si, je suis française, donc j'ai toujours pensé que quand on voulait faire un métier, il fallait un diplôme qui va avec. Ouais. Aujourd'hui, je tente à me dire que c'est une croyance qui est très limitante. Et ce que je fais sur le volet de curation d'art, j'ai aucun diplôme de curateur. J'ai fait l'école du Louvre en 8 heures libres, donc j'ai clairement pas fait toutes les séquences. Mais pour autant, je pense que j'ai une expertise, une connaissance et une passion sur le segment des artistes émergents contemporains qui est beaucoup plus forte que la plupart des personnes qui sortent d'écoles d'art. Ça remplace pas l'expérience et l'intuition. Exactement. Le diplôme. Après, donc ça, l'action du diplôme dans notre culture française, elle est assez prégnante. Je pense que c'est aussi parce que par diplôme, on ne voit que le papier. Et en France, on n'a pas conscience, pas assez, alors de plus en plus, mais il y a une vingtaine d'années, on n'avait pas totalement conscience du fait que qui dit diplôme dit école, qui dit école dit réseau. En fait, ce qui est important, c'est le réseau, c'est pas le diplôme. Les soirées d'alumni de Sciences Po, en fait, sans le diplôme de Sciences Po, je ne peux pas y aller. Je ne peux y aller que parce que j'ai pris le temps de faire ces années à Sciences Po en parallèle du reste. C'est pas le diplôme à la fin qui m'a intéressé, je sais même pas où il est. Je sais même plus le nom de ma promo, donc c'est vraiment la honte totale. Puis je pense qu'on te le demande pas non plus. Non, parce qu'il me sert pas. Je bosse pas dans la politique, ni dans une grande organisation qui nécessite de cocher des cases. En revanche, partant de ma croyance du fait qu'il fallait ces diplômes-là, ça m'a constitué un réseau. Donc, tu vois, parfois, partant d'une croyance, tu pousses encore un peu plus loin. Il y a probablement plein d'autres. Je pensais que pour être archi d'intérieur, il fallait vraiment être un très bon archi d'intérieur sur le volet technique. Il fallait savoir dessiner, qu'il fallait savoir tracer des plans, utiliser tous les logiciels. Mais en fait, j'ai pas eu le temps. Donc, j'en ai appris aucun. Et je ne sais toujours pas dessiner. Mon bureau, c'est mon téléphone et une petite tablette. J'annote, j'écris, j'échange énormément. Mais s'il me fallait demain reprendre la main sur un projet toute seule, c'est pas possible. Je ne sais pas ouvrir un SketchUp. Donc,
Ouais. Sans parler de tracer un plan sur Archicad, AutoCAD ou autre, ce qui est basique, mais qui, dans mon parcours, a été un choix à un moment de dire je vais pas m'obstiner à essayer d'apprendre à tracer ça. De toute façon, mon ambition, c'est pas d'être toute seule dans mon bureau, c'est d'avoir une agence et des gens qui sont meilleurs que moi sur tous les sujets. En revanche, je serai celle qui poussera le curseur de la création et qui portera l'ambition du collectif. Donc partant de là, j'ai dépassé aussi et j'ai fermé mon intention de savoir tracer tout ça. Et Ouais, parce heureusement. qu'après, on peut pas être expert de tout et on n'a pas le Mais temps certains le de... sont. Il y a d'excellents architectes qui savent tout faire. Je dis pas qu'ils le font, mais ils peuvent le Ouais. faire. Moi, je peux pas. Ouais, après, je suis pas ouais, je sais pas si moi je suis pas certain qu'on puisse être très expert de tout. Après, tu peux t'entourer d'experts qui Mm. t'aident, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué d'être Ouais. très Bah, quand on a expert fait de tout, une quoi. école d'archi en bonne et due forme pendant Ouais. quand même 4-5 ans, bien sûr qu'on sait utiliser tous les logiciels. Donc, pas qu'ils le font, mais dans Mm. les charrettes, ça aide quand même un peu. Ouais. Chez moi, ça, typiquement, c'est un sujet qui a dû être évacué parce que c'était pas ma temporalité ni ma patience. Ouais, puis les projets, c'est sympa de les partager aussi, de les faire à plusieurs. Exactement. Mais c'est vrai que ce sujet de diplôme et d'éducation, c'est aussi un système qui est assez discriminant. Alors, ça peut être aussi un peu clivant ce que je vais dire là, mais je lisais une étude dans un livre qui s'appelle Le talent est une fiction et qui démontrait, je ne sais pas si tu connais Alors, je vais ce faire un petit livre-là. clin d'œil pour Julia. Coucou, Ouais. Julia de Funès. Elle n'aime pas le mot talent. Ouais. Et c'est des discussions que l'on a sur le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui. Une notion de... Alors, le talent, c'est en plein dans sur quoi on échange. Non, en fait, on ne recrute pas des talents. Le talent, C'est un oui, mot c'est qui est une très fiction. à la mode, Oui, on recruter recrute des des talents. talents, des leaders. Il faut un plus de granularité et développer... enfin, revenir à la racine aussi des mots, parfois. Ouais. Non, mais ça, et ce livre-là s'attache à déconstruire tout ça, le mythe du talent, etc. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve. Et dedans, tu as une étude qui montrait justement, qui disait qu'en fait, ce système-là, il ne donne pas une égalité des chances, parce que si on part d'un élément factuel aujourd'hui qui est pour mesurer l'intelligence, qui est le QI, après qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas et qu'on le critique, ok. Mais en tout cas, c'est l'élément de base factuel de mesure. Et donc, une étude qui démontrait que en moyenne, sur les tests de QI, tu avais quand même des personnes qui avaient fait les plus grandes écoles et qui étaient aujourd'hui plus aisées financièrement, avaient en moyenne moins que des personnes qui avaient plus de difficultés, en tout cas à se créer des opportunités, à faire des grandes écoles, etc. Non pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, mais peut-être parce que le système n'était pas exactement celui qu'il leur fallait, parce qu'ils n'avaient pas les bonnes connexions, le Parce bon qu'ils moyen n'ont pas eu financier, accès à l'opportunité. On parce y qu'ils n'ont pas revient. eu accès. Ouais. Si on n'a pas, en fait, on ne peut pas être fort, puissant, on utilise le mot que l'on souhaite, peu importe, si on n'a pas le bon réseau d'influence. Et quand on ne sait pas, peut-être que j'aurais pu être archi dès le début, mais je ne savais même pas, je crois que je ne savais même pas que le métier existait, en fait. Archi d'intérieur ou décorateur, ou... C'était totalement hors de ma zone de connaissance. Moi, dans mon histoire, quand on est bon à l'école, on est médecin ou on est avocat, en gros. Et il y a une forme de progression sociale, de sécurité. C'est des métiers qui sont intéressants par ailleurs. Donc, mais il n'y avait pas le champ des possibles, je te rejoins totalement, est très différent selon les milieux sociaux et selon les zones géographiques aussi. Ouais, complètement. Malgré la gratuité d'une grande partie des études. C'est que quand on ne sait pas, on ne peut juste pas y aller. Ouais, puis on n'en parle pas suffisamment. On n'a pas toutes ces discussions autour des métiers et des possibles par rapport à ce que nous, on veut faire. Et c'est plutôt presque, entre guillemets, un formatage par rapport à des codes, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est marrant parce que j'en parlais avec une très bonne amie de ma belle-sœur qui, elle, était dans l'escrime, justement, et qui, a priori, je la connais pas directement, mais très fort, fait beaucoup de championnats, etc. Et en fait, tu te rends compte que dans le sport, ça se voit aussi très bien, ces niveaux de connexion, parce qu'elle expliquait qu'en fait, elle va arrêter ça, et elle va se reconsacrer à d'autres études ou à un autre métier, parce qu'en fait, elle se rend compte que si elle n'a pas les bonnes connexions, les bons agents, les bonnes relations au bon moment, bah, les Jeux Olympiques, ça se fera jamais, voilà, parce qu'il faut aussi avoir ces... Tout à fait. Et le bon entourage, tu parlais d'entourage, il y a un volet qu'on peut couvrir aussi, qui est la notion de préparation mentale et d'accompagnement psychique, psychologique. Je pense que c'est extrêmement important d'être entouré de personnes qui ont des compétences différentes. Et chez nous, moi j'ai toujours été accompagnée par des... Alors le mot coach, c'est pareil, je sais que Julia n'aime pas, mais... Pas de talent, pas coach. Voilà, pas de talent et pas de coach. Néanmoins, le fait d'avoir des personnes qui ont des expertises ciblées sur l'accompagnement, qui maîtrisent le mental, qui connaissent les neurosciences, c'est extrêmement fort. Et je sais qu'au bureau, on n'a pas de RH parce que c'est trop petit, on est une dizaine. Mais en revanche, on a une personne qui accompagne
quand elles le souhaitent, toutes les personnes de l'équipe, qui peuvent l'appeler, préparer des rendez-vous, pour préparer un entretien, pour préparer plein de choses. Espèce de sparring partner qui va vraiment les aider sur le volet personnel, psychologique. Et ça, c'est hyper intéressant. Et moi, je travaille aussi avec Anaëlle, qui est coach sportif, qui est préparatrice mentale de sportifs de haut niveau. Elle accompagne les équipes de France olympiques et paralympiques. Et le mental de champion est quelque chose qui aide énormément dans l'entrepreneuriat. On a aussi des séquences. On a aussi des compètes. On a aussi des déceptions. On a aussi tous les éléments, tout le bruit autour de notre métier, de notre vie perso, qui viennent s'agréger. Mais une fois, quand on est un escrimeur, on rentre sur la piste. Je sais pas comment on dit. C'est une bonne question. La piste d'escrime. En fait, on doit arriver à faire abstraction de tout le reste. Alors, quand on est très heureux, ça nous porte, ça nous supporte, et j'imagine qu'on est nettement meilleur. Et quand on est malheureux, le poids, il est juste immense et très lourd. Mais c'est pareil dans la vie de l'entrepreneur, c'est que quand les personnes qui nous confient des projets et nos équipes comptent sur nous, on n'a pas le luxe de se sentir imposteur, on n'a pas le luxe non plus de flancher. Alors, est-ce que flancher est un luxe? Je ne sais pas, mais en fait, on se crée des obligations qui nécessitent de les anticiper en espérant qu'elles n'arrivent jamais, mais qui permettent, dans des phases plus difficiles, parce que c'est la réalité, la vie, elle est faite de hauts et de bas, de turbulences et de jours heureux. Tout ça, à côté de tout ça, nous, on doit maintenir un niveau d'engagement et d'excellence dans les projets qui sont réalisés. Et on doit être les mêmes personnes, toujours enthousiastes, toujours souriantes, toujours agréables, avec ceux que l'on côtoie tous les jours. Donc je trouve que la préparation mentale, comme sportif d'ailleurs, de faire du sport, etc., c'est indispensable. D'ailleurs, tu as des coachs sportifs, donc des entraîneurs. Ouais. Je voyais celui de Serena et Venus Williams, par exemple, qui se reconvertissent aussi après. Exactement. Enfin, pas en coach, du coup, en préparateur, c'est ça? Préparateur mental. Je crois que le terme est plus pour entrepreneur. Un préparateur mental. Mais parce qu'en fait, le monde du sport de haut niveau est tellement exigeant qu'il ressemble beaucoup à l'entreprise. Le sportif, il peut être très, très, très entouré. Le jour où il est moins bon, il est tout seul. Le jour où il arrête sa carrière de sportif, potentiellement, il n'est plus personne. Et j'entendais cette semaine, alors dans un café, mes voisins, en fait, alors je ne sais pas comment il s'appelle, peut-être qu'il se reconnaîtra, mais c'est un jeune homme qui est un champion de vélo, je crois, et qui fait des performances. En fait, je voudrais vraiment que je retrouve ce qu'il fait, parce que l'entendre parler, je trouve ça extrêmement fort. Il anime des événements en entreprise, et dans des lieux super importants, avec beaucoup d'importance, c'est en montagne, dans des lieux, j'ai l'impression qu'il fait des expéditions, etc. On lui met des micros, et en live, il lui pose des questions. En fait, les commandes qui lui sont passées sont pas juste du show, mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir compris ça, une sorte de prépa mentale, et amener des dirigeants de haut niveau dans la tête d'un sportif. Et j'aurais vraiment dû demander son nom, parce que je trouvais que la façon dont il en parlait était extrêmement mature. Il avait toute une réflexion sur le type de vidéo, sur le son, sur l'entourage, et c'est vraiment des exemples de façon de booster son mental en s'inspirant de ce que font notamment les sportifs. Et moi, je suis totalement convaincue que le sport de haut niveau, moi j'ai fait de l'équitation à haut niveau, ça aide à savoir travailler en équipe, à accepter l'aléa. L'animal qui se blesse, la blessure, c'est un vrai sujet chez le sportif. Et pour beaucoup, ça arrête net une carrière, et parfois pour toujours, alors qu'il y aurait eu peut-être d'autres façons de faire. Est-ce que ça, pour toi, ça crée pas du coup des... Parce que je suis 100% aligné sur l'accompagnement mental, etc. Aussi sur la partie thérapie psychologique, en tout cas, c'est ma conviction. Et est-ce que ça, tu penses pas que ça crée ça crée justement des conditionnements qui peuvent te désaligner par rapport à toi, ce que tu veux vraiment, et d'être beaucoup plus souvent dans la quête de la performance sans vraiment de sens derrière, et donc de te retrouver peut-être à 30, 40, 50 ans à te dire en fait je suis passé à côté de l'essentiel, et donc j'ai pas eu un mix avec un travail psychologique suffisant? Ou est-ce que c'est pas un sujet Je ne sais pas. Qui résonne? Je réfléchis. Disons que la place du cerveau, évidemment, c'est un muscle qui nous accompagne tous les jours et qui fait de nous ce que l'on est, ce que l'on montre à la société, aux gens qui nous côtoient. On est aussi ce que notre cerveau nous dit, nous renvoie. Donc ça reste un muscle que l'on entraîne. Et il y a aussi des biais cognitifs très forts dans lesquels le cerveau, on peut facilement le tromper. On peut le faire avec la couleur. Le cerveau, il est très, très malléable. Est-ce que le fait d'être très entraîné, très préparé, d'avoir un cerveau bodybuildé,
nous prive du ressenti, je pense que toute personne qui a vécu d'immenses joie ou d'immenses tristesse te dira que tu peux être aussi préparé que tu le souhaites. Quand t'es heureux, t'es heureux. Quand t'es malheureux, t'es malheureux. Et non, en fait, je crois que le sentiment et l'émotion, ça vient hacker le cerveau. Parce que tu as quand même beaucoup de personnes on dit, tu sais, alors je ai oublié le terme, c'est l'alloplexie, je sais plus comment ça s'appelle exactement, je remettrai, je crois, alloplaxie. Et en fait, c'est les personnes qui sont émotionnellement coupées, parce qu'en fait, elles sont alors pas liées forcément que à ces préparations-là mentales, mais qui ont vécu des traumatismes, par exemple, et donc en fait, qui sont vraiment coupées de leurs émotions. Et après, où tu as vraiment du travail psychologique à faire dessus pour réussir à Très probablement, et c'est aussi une façon de se reconnecter. protéger et de survivre, Ouais. de se couper d'une forme d'émotion qui est trop Ouais, c'est le mode lourde à survie qui porter. s'active. Ouais. Exactement. Et parfois, dans la vie de l'entreprise, on doit se couper au moins momentanément de ses émotions pour être lucide sur les prises de décision. Et parfois pour être en mode exécution, parce qu'il faut avancer. Donc se couper totalement de manière durable, non, c'est impossible. En revanche, par moment, il faut prendre une décision, s'y tenir, avancer et dérouler le plan sans être... se questionner, oui, mais une fois que la décision est prise, il ne faut plus douter, en fait. Oui, il ne faut pas toujours remettre en question, sinon tu n'avances pas. En tout cas, oui, on ne peut pas tout remettre tout le temps en question. Sinon, la question, c'est super, c'est indispensable. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on progresse. Ça, c'est non négligeable. Et je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que il faut savoir décider. Quand on a décidé, se donner les moyens de réussir, d'aller là où on veut aller, de dérouler le projet, de l'achever, et pas de remettre en question. Si, une fois que tout est terminé dans un intérieur, je me dis « Ah, alors le bleu foncé, c'est pas mal, mais peut-être que j'aurais dû mettre un bleu plus clair. » Enfin, plus rien ne marche. Oui, peut-être que l'intérieur peut être intéressant, et ça aurait été un autre projet, mais là, c'est plus le moment pour douter. C'est le moment de poser la clé et de sortir. D'autres fois, c'est encore le moment. Il y a une question qui arrive en cours de route et on dit « Ah oui, là, c'est le moment de peut-être faire une petite pause, de re-questionner un agencement, un lieu, une façon de vivre, un usage. On sent parfois que ça arrive un peu avant d'exécuter. Mais c'est le temps de préparation versus le temps d'exécution. » Comme me dit souvent ma mère, et peut-être petite dédicace à toi, maman, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Donc à un moment, il faut faire, mais il ne faut pas toujours avoir cette quête de la perfection qui est en fait un peu inatteignable, qui est un mythe, et qui cache souvent plutôt des peurs. Alors souvent, on se dit... que de satisfaction. Énormément de personnes, alors ça c'est très marrant d'ailleurs, disent que leur défaut c'est d'être perfectionniste. Alors, les mêmes personnes, parfois pour les côtoyer, je me dis un peu plus de perfectionnisme serait pas mal. Et c'est souvent une façon de ne pas faire. Moi j'attends la perfection, j'attends l'opportunité parfaite, les conditions de marché, c'est pas parfait, je fais pas. Non, parce qu'en fait, quand on veut faire, ça implique de montrer, d'expliquer et donc de s'exposer. Oui, c'est une peur derrière laquelle c'est un prétexte derrière lequel on se cache. Oui, et puis on progresse en permanence en fait. Ce que l'on fait, chaque entrepreneur, je pense, peut témoigner de ça. C'est ce que l'on est aujourd'hui est souvent bien meilleur que ce qu'on était il y a 10 ans, parce que l'expérience s'est agrégée, l'entourage s'est renforcé, le regard s'est affiné et tout ce que l'on fait nous construit. Donc oui, ça peut être mieux, tout doit être mieux toujours. Par contre, un bon projet, c'est déjà génial, c'est 99% du chemin. Pour rebondir sur ce que tu disais, sur tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on vit, nous élève et nous construit aussi, il y a un livre que j'avais lu qui s'appelle Antifragile de Nicolas Nassib Taleb, qui est un super livre, donc qui est un gros pavé. Donc, pour les insomnies, c'est cool, mais sinon lire le résumé, c'est bien aussi. Et en fait, c'est un concept que je connaissais pas trop, mais qui était de faire la différence entre... souvent, ce qu'on dit, c'est que le contraire de fragile, c'est solide. Donc, fragile, c'est quelque chose qui casse. Solide, c'est quelque chose qui casse pas. En fait, le vrai contraire de fragile, lui, ce qu'il disait, c'était la partie antifragile. Donc, c'est quelque chose qui... Parce que le solide, il ne casse pas, mais il apprend pas. L'antifragile, il casse pas, mais il apprend. Il est malléable et il se construit au fur et à mesure de ce qu'il prend. Alors, des chocs dans l'exemple, mais c'est des expériences dans la vie, en fait. Oui, j'aime bien ça et j'aime bien aussi différents parallèles. Être fragile, selon l'environnement dans lequel on travaille, c'est plutôt une qualité. Moi, j'aime la fragilité de l'objet, du temps. Et la notion de force, j'aime bien la complémenter avec celle de puissance. Fort, il y a un côté assez masculin dans la connotation. Et en même temps, j'aime les intérieurs qui sont forts, qui sont contrastés.
et qui laisse la place à une forme de vulnérabilité, de fragilité. Et je pense que les deux vont ensemble et peuvent se compléter. J'aime aussi l'histoire que ma préparatrice mentale m'a racontée du bambou et de la fougère. Donc elle Du bambou et de m'excusera la si je la fougère. raconte mal, Ouais. mais l'idée est que il y a deux graines qui sont plantées en même temps, deux graines qui veulent grandir ensemble. Et en fait, la fougère, elle sort très vite de terre, elle est assez vite très dense, et puis elle regarde le petit bambou à côté, et puis ben, il y a la terre, il n'y a toujours pas le moindre début de quoi que ce soit. Et la deuxième année, tout le monde autour de la fougère, il dit écoute, ton bambou, il est sympa, mais t'es quand même toute seule dans ta forêt. Alors elle regarde, toujours pas de bambou. 3 ans, la fougère a grandi, elle s'est densifiée, elle a multiplié on va dire les projets, par exemple, dans notre environnement. Puis tout son environnement lui dit, tu comptes sur le bambou, il est important pour toi, mais regarde, il n'est pas là. Elle regarde, toujours pas de bambou. Puis il passe une 4e année, une 5e année, la 5e année, il y a une petite pousse. La fougère, elle se dit, tiens, peut-être que le petit bambou, finalement, lui aussi, il a pris plus de temps que moi, mais son idée a maturé et il va être là aussi. Et puis l'année suivante, le bambou a largement dépassé la fougère qui est très dense et qui est protégée par le bambou, qui a mis plus de temps, mais qui est aussi très souple, qui bouge avec le vent. Et les deux ont eu besoin d'environnement, de temporalités différentes, mais de se créer un écosystème qui leur permettra peut-être de construire quelque chose ensemble. Et j'aime bien cette idée de temporalité aussi. J'aime beaucoup cette anecdote. Ouais. Ça me renvoie à la comparaison. Donc moi, j'aime pas trop cette idée de comparaison, mais plus tu peux t'inspirer, voir ce que font les On fait autres, beaucoup regarder, d'analogies, c'est etc. important. Ouais, mais se comparer, et là, si le bambou, entre guillemets, dans ton exemple, se compare à la fougère, bah, il aurait peut-être jamais poussé. Donc Mais peut-être qu'il chacun hésitait son à pousser environnement et parce qu'il y avait chacun son l'ombre de la timing. fougère, sa densité, sa présence, et que Ouais. il savait pas. Et qu'après, il a pris le relais d'être celui qui était plus fort et à son tour protéger la fougère. J'aime Mais beaucoup cette anecdote. Je pense que je la je reprendrai l'ai si, pas, c'est vraiment si ça, elle est c'est pas Anaëlle déposée. qui me l'a raconté et je trouve qu'elle est, Elle est très elle, parlante. elle je est trouve. parlante et elle est soutenante aussi dans des Mm. phases de vie où on a besoin aussi d'entendre ça parfois de temporalités qui sont pas toujours alignées. Et en même temps, la fougère, elle devait continuer à avancer, à se construire et à être forte pour le bambou. Bon, c'est rigolo parce que Ouais. je suis pas l'amie des plantes, je les tue toutes et j'ai pas trop de plantes en pot et tout, mais bon, voilà, la nature nous donne des Ouais. petites leçons de vie. Ne commentez pas des leçons d'écologie dans les Non, commentaires. pas du tout. C'est pas Et nécessaire. ça, en fait, tu parlais de comparaison, d'analogie dans nos métiers extrêmement forte parce qu'on a des métiers d'image où en fait on peut travailler pendant 2 ans sur un lieu, in fine il reste 10 images et c'est ce que le monde extérieur voit. Et donc si nous on forme notre regard en regardant ce que d'autres ont déjà fait, en fait on devient une IA. C'est-à-dire qu'on va reproduire, Ouais. notre cerveau va avoir enregistré ce qu'il a déjà vu. Moi je fais extrêmement attention à ce que mon regard et celui de mon équipe se forment d'abord sur le monde de l'art, de la mode, d'aller voir beaucoup d'expos et plus que de lire. Alors lire c'est intéressant parce que les éléments de langage sont instructifs. En revanche, de pas chercher des idées dans ce qui a déjà été fait. Et donc aller voir des matières, aller voir des artisans d'art, des artistes, mais c'est vraiment quelque chose qui est parce que sinon on arrive à se comparer, on arrive à s'inspirer. À partir du moment où on voit, c'est que l'idée quelqu'un d'autre l'a déjà eue, qu'elle a déjà été réalisée, et que surtout c'est quelqu'un qui a eu cette idée-là au moins 2 ans avant. Donc on est de toute façon en retard. Donc ne pas s'inspirer de ce qui a été déjà fait, ou alors il y a très longtemps. Je pense à l'univers d'Ettore Sottsass, de André Putman. Bien sûr qu'on doit s'inspirer de ce niveau d'excellence qui, dans leur temporalité, ont été à l'avant-garde. J'aime énormément l'univers d'André Putman, ce qu'elle a fait en termes d'entreprise, d'agence, de collaboration, d'hôtel, de mode. C'était totalement l'avant-garde d'une forme d'élégance à la française. Donc là, oui, on peut s'inspirer, mais pas dans ce qui se fait aujourd'hui. D'accord. Oui, puis ça permet aussi de regarder ce qu'il y a, en tout cas, pas forcément des créations déjà faites, mais des éléments, des matières, des choses qui ont déjà été faites il y a très longtemps, ce que tu disais. Ça permet aussi peut-être à ton cerveau d'associer tout ça pour créer des idées nouvelles, plutôt ce que tu disais de reproduire des choses qui sont déjà faites et de perdre finalement ton identité. Ce qui est super désespérant important quand dans l'art. on a le néo quelque chose. Alors moi, je suis pas néo du tout. Ouais. Le néo classique, le néo art déco, le néo... les modes reviennent. Et donc je suis vraiment fan des années 20, années 30. Là, on est en plein dans les anniversaires. Il y a de sublimes expositions autour des expos universelles et des arts décoratifs. En revanche, tout ce qui s'inspire en faisant moins bien, qui reprennent un décor, mais qui en fait n'a pas tellement de sens, qui est juste extrapolé, et un peu copié, parce qu'il y a un phénomène de mode dans une temporalité, j'y reviens, mais dans un moment, dans une époque qui n'a pas totalement besoin de ça,
je trouve que c'est important de s'inspirer en se demandant, ces personnes qui nous inspirent, ces époques qui nous parlent, aujourd'hui, comment est-ce que ce serait interprété? Et donc, nous, on a vraiment ce credo de se dire, est-ce que quand on vous propose un projet, on a interprété notre époque? Donc, on a vraiment cette vocation à être les interprètes d'une époque. Ok. Hyper intéressant, ça m'ouvre sur des visions de l'art que j'avais pas. Donc je t'en remercie. Je suis passé un peu du coq à l'âne, mais comment tu as eu ton premier client quand tu t'es lancé dans l'architecture d'intérieur? Et ben, Est-ce c'est que assez ça a marrant. été long? Est-ce que ça a été rapide? Ça a été très rapide parce que j'étais à l'école et un des clients pour qui je travaillais quand j'étais avocat m'appelle en me disant, alors Amandine, maintenant que tu es architecte, pas du tout, tu disais que nos bureaux, ça n'allait pas du tout. Ça tombe bien, pour la fin de l'année, il faut trouver un bâtiment à tel endroit, dans tel budget, le rénover. J'ai à peine eu plus ou moins le temps de dire que j'étais pas franchement architecte. Parce qu'après 2-3 semaines d'école, dont une Oui. semaine, j'ai eu une pneumonie, ce qui était quand même pas très... Enfin, j'étais clairement pas à l'école. Et puis je ne serais pas architecte parce que j'ai eu une école de décoration d'intérieur. En fait, j'avais pas eu le temps, ils avaient raccroché. Et puis me voilà avec mes Suisses qui attendaient que je travaille pour eux, moi qui ne savais rien faire. Et c'est là que commence ce début d'histoire. C'est agréger une équipe. Dans ma classe, il y avait une personne super forte en 3D, un qui faisait des super plans. Et puis je connaissais un ingénieur au Luxembourg qui allait pouvoir gérer le chantier, trouver les artisans, et qu'il avait déjà d'ailleurs. Et puis, il manquait quoi dans l'équipe? Bon, c'est pas mal déjà. Ah non, si, bien sûr. Et puis un de nos clients, quand j'étais avocat aussi, qui était un broker, qui l'est toujours, et donc qui allait pouvoir me trouver ce fameux bâtiment. Donc voilà comment, entre autres, mais voilà. Ouais. Même pas, voilà, en cours d'école, je me suis retrouvée avec des projets qui sont en fait encore des projets typiquement ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, ils sont agrégés, les copains qui te font refaire une cuisine, et puis ceux qui achètent une maison, et puis le soutien familial, qui donne une place pour t'exprimer. Donc, ouais, c'était un début. Un jour, on m'a demandé quel était un élément de début de. Qu'est-ce qui avait été le déclic? Bah, c'est un coup de fil, en fait. Ouais, donc encore une fois, un peu le rôle de l'entourage que tu as pu Ouais. te construire avec ta Bah, suite si j'avais été totalement nulle, je pense, en étant avocat, ou en tout cas dans ce que je représentais, ils m'auraient jamais appelé. Mais j'avais aussi compris que les lieux dans lesquels ils travaillaient n'étaient clairement pas à leur service et n'étaient pas le mieux qu'ils pouvaient faire pour leurs équipes comme pour leurs clients. Ça donnait vraiment pas envie d'y aller. Et quand on voit le temps que l'on gagne dans l'entreprise lorsque nos clients viennent chez nous, enfin, quand les clients de nos clients se déplacent dans leurs locaux parce que c'est chouette, qu'ils sont bien reçus, qu'il y a une expérience et qu'ils s'y sentent mis en valeur, bah, le temps que nos clients ne parlent pas en déplacement, c'est énorme en fait. Donc si on rationalise un peu tout ça, c'est bien d'investir dans son intérieur. Ouais. Et on peut te contacter si on a besoin de le faire. Alors, on a même un grand intérêt à le faire parce qu'on est quand même pas mauvais. Ouais. Et on est, comme toute boîte qui a une dizaine d'années, on est en croissance et on veut continuer. Et le chemin, il est long, mais le chemin, il n'existe que parce qu'on nous confie des projets. Ouais, complètement. Et du coup, pour revenir à la source de ça, comment tu fais pour... alors, bon, tu vas voir tes camarades de classe. Parce qu'au début, pour toi, quand tu as cet appel-là, la seule chose qui compte pour toi, c'est de te dire, il faut qu'on arrive à délivrer quelque chose de chouette. Et donc, j'ai besoin de ces gens-là. Il faut trouver le lieu déjà. Ouais. Mais c'est beaucoup plus... Est-ce que tu as des questions à ce moment-là de dire, mais attends, comment on structure, comment juridiquement, comment on s'organise? Non, moi aussi, je savais quand même créer une société, donc j'ai créé une SARL. Parce que je voulais quand même qu'il y ait un cadre juridique un peu posé. Et que... Oui, ça, c'était pas compliqué. Et au début, les gens, tu leur dis, alors on fait ça ensemble, tout on le monde était regarde, en et puis je vous freelance. paye si on... En fait, exactement. Tout le monde était en freelance, m'envoyait des factures au temps passé. C'était vraiment... c'était un embryon de ce qui est l'atelier aujourd'hui. C'est des gens qui bossent avec toi encore maintenant? Non, après, le chemin fait que chacun... J'ai des zones géographiques, j'ai fait une école à Lyon, et nos projets sont pas forcément par là-bas. Puis travailler à distance, moi je crois quand même dans le fait qu'il faut se voir, et que les équipes fonctionnent parce qu'elles se parlent, parce qu'elles travaillent ensemble, et que la distance, je suis pas ultra convaincue qu'on puisse vraiment construire quelque chose uniquement sur de la distance. Et donc, non, on a continué peut-être 2 ans, je dirais, avec certains. Mais après, j'ai internalisé tout ça, et donc l'équipe a commencé avec des stagiaires, puis qui sont restés. Et... Que tu as embauché? Ouais, Céline est la première à nous avoir rejoints il y a, je me trompe peut-être, mais je dirais peut-être 8 ans. Donc, elle a commencé en stage, et on se rappelle toutes les deux de notre premier coup de fil, notre première visio pour envisager le stage. Donc déjà, c'était... Ouais, c'était déjà un moment marquant à l'époque. Ouais. Ouais. Bon, le premier collaborateur, c'est toujours le plus compliqué. Ouais. On nous dit beaucoup dans les pensées limitantes que les salariés sont un problème, que
qu'il faut se protéger d'équipes trop structurées. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai bien conscience que tant qu'on est une dizaine, chaque personne est tellement importante qu'on peut perdre personne. Ou en tout cas, quand on perd quelqu'un, il faut trouver rapidement une façon de faire évoluer l'équipe et vers le haut. En revanche, le fait qu'il faille maintenir des structures très agiles, très légères, avec des gens qui sont chez nous mais pas chez nous, moi, je ne crois pas qu'on puisse créer une identité de marque, de groupe, et puis former. On ne Si t'as forme pas pas des les gens gens qui sont pas pleinement chez nous, engagés, évidemment. ouais. On se forme parce qu'on entend ce que les collègues font, parce qu'on entend la façon dont on rencontre nos clients, dont les projets entrent. L'oreille, elle traîne. Et moi, je suis convaincue de l'importance de l'entourage et du groupe. Le groupe fait ce que l'individu est. Et donc, Et c'est ça qui crée aussi la culture d'entreprise, finalement. bien sûr. Et la confiance, et quand l'une doute, on se relaie. Et il y a toujours la capacité à aller discuter avec ses collègues de travail sur la façon de faire, sur un timing, sur un dessin, sur une discussion avec moi, avec un client. Et donc, oui, pour moi, le groupe, le fait qu'il y ait des vraies personnes, c'est quand même très important. En tout cas, dans nos métiers. Après. Très encourageant pour la suite. On ne sera pas tous remplacés pour des IA, a priori. Par des IA. J'imagine que oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit tous, mais il y a une forme de tâche qui sera remplacée par des IA, par des robots, et tant mieux quelque part. Il y a des choses qui ne sont pas intéressantes du tout. Et j'espère que ça va renforcer l'intelligence collective, l'intelligence humaine, que ça va renforcer le vocabulaire. On entend beaucoup que les IA nous privent de vocabulaire. C'est pas tout à fait ce que je vois, puisque si on réfléchit soi-même et qu'on demande aux IA de reformuler, on peut vraiment sortir le côté sparring partner de l'IA, en fait, c'est assez intéressant, parce que trouver des synonymes, d'autres éléments, de pouvoir écrire très bien dans différentes langues, alors que c'est des langues qu'on parle bien, mais sans être sur le fine-tuning, en fait, ça fait progresser. Oui, complètement. Tout ce qui est d'ailleurs même brainstorming, etc. Avec l'IA, ça fonctionne très bien. Tu te rappelles de tes premières galères quand tu t'es lancé? En vrai, pas trop. Mais je crois que le cerveau humain, c'est pareil, il a la capacité à ne retenir que ce qu'on lui demande de retenir, et à effacer un peu les douleurs, à effacer un peu les difficultés. J'ai pas de... Il y en a probablement plein. Ça reviendra peut-être plus tard. Là, tout de suite, j'en ai pas une... Pas qui t'ont marqué suffisamment pour te dire ça, j'oublierai pas. Ou... Il y en a forcément un petit peu, quelques-unes, mais pas de si marquantes. Eh ben non. Si Pas ça de revient. grand drame, en tout cas, pas de... Non, c'est plutôt pour partager s'il y a des gens mais... qui se reconnaissent un peu dans ces galères-là, qui se disent bon, bah, ok, en fait, on peut les surmonter, comment on les a Oui, surmontées, c'est des etc. galères qui sont liées à des incompréhensions parfois. C'est d'avoir l'impression d'avoir expliqué, mais peut-être de l'avoir pas fait suffisamment, pas correctement, et de se retrouver avec avec des projets qui sont installés et qui ne correspondent pas à ce que le client peut attendre, mais ça peut être un nœud dans un parquet, et en fait, on va devoir arracher 300 mètres carrés parce que on a expliqué, on a lu les fiches techniques, on a montré des lames, mais en fait, moi, je peux pas poser à blanc 300 mètres carrés de parquet. Et donc, c'est des petites choses comme ça où c'est pas très agréable, parce que tout le monde, enfin, les clients peuvent être un peu déçus. En fait, ils doivent arracher et recommencer. En fait, on se retrouve entre tout le monde, et qui paye quoi? C'est un peu ça. Si, les galères, c'est toujours qui paye quoi quand il y a un aléa. C'est que on a un métier dans lequel on vend de l'expertise, de l'expérience, on vend une identité, on vend une forme de désirabilité d'accès à notre réseau, de dessin, d'ambiance dans des lieux. Mais en vrai, on vend du temps. Et donc, les galères, c'est aussi, encore aujourd'hui, elles peuvent être liées à des projets qui prennent de l'ampleur, mais après que le contrat a été signé, où on n'a pas été suffisamment vigilant à ce qui était prévu. Donc, on doit rester vigilant pour expliquer à nos clients que l'ambition du projet ayant changé, le temps que l'on doit y consacrer est aussi très différent de ce qu'on a chiffré au début. Et donc, ça se passe souvent très bien, mais il faut un peu de vigilance. Peut-être les erreurs d'entrepreneurs, quand on a la configuration dans laquelle nous on travaille, c'est la notion de temps, peut-être. Après, les erreurs de commande, ça arrive à tout le monde. C'est que quand on passe 10 commandes par jour qui sont des petits codes, des petits chiffres... Oui, t'es pas à l'abri d'une erreur. Exactement. Et l'erreur, on dit que l'erreur est humaine. Oui, mais elle n'est pas que humaine, en fait. Elle est aussi tech, elle est aussi... Ah ouais, ça c'est clair. Donc, et puis, il y a la place de l'erreur, on travaille avec des vrais gens. Donc, si on veut que les équipes, enfin les personnes qui travaillent avec nous prennent des risques, on doit accepter qu'elles fassent des erreurs. Donc, parfois, c'est pas marrant. Ouais, et puis l'erreur n'est pas forcément négative, ça permet aussi d'apprendre. Parfois, elle coûte un peu cher. Ouais, des fois, elle coûte cher, mais ça fait partie des expériences et ça fait partie du process, quoi, entre guillemets. Et je voulais rebondir sur un truc, mais que j'ai un peu oublié. Ça me reviendra aussi.
quand j'ai lancé le podcast, au début, je faisais des présentations rapides des invités, mais il y a un paramètre que j'intégrais pas forcément, c'est la situation notamment proche, c'est-à-dire les enfants Mhm. dedans. Et ça m'a été remonté par des gens de ma famille ou des gens qui écoutaient en me disant mais est-ce que cette personne a des enfants, etc. Parce que moi, je me dis, ça change quand même les choses en fonction de si tu veux te reconvertir, si tu veux te lancer à ton compte, Mhm. etc. Si tu n'as pas d'enfants, ben, a priori, tu as moins de responsabilités. Si tu as des enfants, il faut que tu réfléchisses un petit peu plus. Et donc, ça amène à une question. Quelle est, toi, la place de tes enfants dans tout ça et comment ils te soutiennent ou pas au quotidien? Alors déjà, je veux tellement qu'ils soient fiers de moi que c'est un énorme booster tous les jours. Ouais. Donc grâce à eux, je pense que je suis une meilleure personne et je suis pas une maman très classique. Je suis une maman qui est pas là tous les jours, qui ne cuisine pas. C'est sûr que je suis pas la maman qui va à la sortie de l'école et qui a fait une forme de sacrifice pour être juste physiquement présent. En revanche, on a une relation qui est très sincère, qui est très vraie et qui est très intense. Et on se parle énormément, on se challenge beaucoup. Ils ont les clés des bureaux, ils viennent quand ils veulent. Ils sont assez fiers quand, en début d'année, dans la classe, les copains disent « Ah non, c'est ta maman. Ah non, mais nous, on travaillait avec l'atelier Compostelle. » Ou « Mes parents ont déjà entendu parler de ta maman. Ma maman suit ta maman sur Instagram. » À 10 ans et 12 ans, c'est des choses qui existent, en fait. Donc, ça leur donne une forme d'intérêt. Et puis, on travaille pour on a quand même des clients qui, pour pas mal, ont une certaine notoriété. Et quand les enfants ont la chance de les rencontrer, ils disent « Ah ouais, t'as la classe, même, quand même. » C'est, ils se rendent compte que ce que l'on fait et qui implique une... J'aime pas le mot de sacrifice, parce que c'est vraiment un choix. Et il y a une notion de genre, c'est que je pense que dans ma configuration, je suis désolée, mais si j'étais un homme, personne ne se demanderait pourquoi je partage ma vie entre une ville où sont mes enfants et une ville où ils ne sont pas. Mais étant une maman, c'est des questions que certains se posent et à laquelle moi je refuse de répondre et donner des explications. C'est juste ma situation et celle en fait, d'énormément de femmes qui veulent développer leurs entreprises, aussi pour que leurs enfants soient fiers d'elles. Parce que réussir, c'est aussi un gage d'autonomie et de liberté pour nous et pour nos enfants. Et puis, c'est des exemples qu'on leur donne. C'est de se dire, choisis ta voie, vis comme tu le souhaites. En revanche, il est certain que s'il faut rentrer en urgence ou tout arrêter parce qu'ils ont besoin de nous, évidemment, bien sûr, mais c'est le métier de parent en général, je crois. C'est d'être là pour eux, de les faire grandir, de leur donner, j'aime pas forcément le mot d'arme, mais de leur donner les outils, et les éléments de réflexion et l'agilité mentale pour se construire, pour s'entendre, pour se faire confiance. Donc, pour moi, ils sont pas du tout un frein. Ils sont juste... Enfin, ils ajoutent tellement, en fait. Et... Ça te donne cette énergie, ce boost un Ah peu oui, bien supplémentaire. sûr. J'ai super envie qu'ils soient fiers de moi, tous les jours. Et c'est vrai que voilà, quand Clarisse voit des carrelages que je suis en train de dessiner, et puis qu'elle les colorise, et puis qu'elle choisit elle-même, qu'elle dessine avec Guillaume, qui gère l'agencement menuisé au bureau, les dressings de sa chambre, je suis hyper fière. Elle choisit elle-même ses papiers peints, elle fait ses palettes. Enfin, elle est super douée. Et quand Hippolyte, lui, est plus côté... il aime bien assister au rendez-vous, il parle avec nos clients. Et enfin, je me dis, mais c'est juste... tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils écoutent, tout ce qu'ils voient, ça forge quelque chose. Je sais pas ce qu'ils feront, je sais pas ce qu'il en restera. Mais il y a bientôt Art Basel, j'adore les amener avec moi. Ils viennent avec moi. C'est sûr qu'ils vont plutôt rester... D'ailleurs, merci Artera, dans le lounge de NetJet, en dessinant, en discutant avec les artistes, plutôt que de faire des heures et des heures de, entre guillemets, galerie. Mais ils vont quand même faire quelques-uns. Et j'essaie de les stimuler en leur donnant un petit budget, je précise bien un petit budget, pour choisir chacun une œuvre. Et puis, une anecdote qui est assez symptomatique. L'année dernière, j'étais avec Clarisse à Art Basel. Et donc, elle avait son petit badge et on passe devant un magnifique Picasso. Puis en fait, elle passe son badge sur le cartel. Je me dis, mais je comprends pas, mon badge, il passe pas. Et je crois que l'œuvre était à vendre 3,5 millions. Et donc, je lui explique que c'est quand même un marché de l'art. Et c'est pas... son petit badge, ils ont accès effectivement à des chocolats et des petites boissons, mais malheureusement, elle ne peut pas acheter ce Picasso avec son badge. Et en fait, ça l'avait un peu interpellée. Il n'y a pas crédit limité sur la carte. Voilà, ouais, exactement. Donc, c'est assez marrant, mais en fait, en soi, ça donne un rapport pour un enfant. En fait, la beauté n'est pas liée à une valeur monétaire. Donc ça, je le reprends aussi. Néanmoins, c'est assez fascinant de les voir évoluer et de les voir s'approprier ce qui est moi, mon univers. Encore une fois, avec un côté un peu atypique pour mes choix de vie, je dirais. Ouais. Donc pour toi, l'art, ça leur permet aussi de
alors j'allais dire de se découvrir, mais Mhm. comment dire, de se nourrir et de découvrir des choses peut-être qu'ils aiment plus, Totalement, et puis de faire des rencontres qui sont juste Ouais. géniales. Euh, Quel enfant a la chance d'être dans un atelier de photographe? Cet été, j'ai amené Clarisse à l'atelier de Marguerite Bornhauser, avec qui j'adore travailler, qui fait des magnifiques photos, qui est représentée par Porte B et qui, en plus, m'a fait une photo de portrait pour la curation d'art, donc on a bouclé la boucle. C'est une jeune femme brillante et qui a pris du temps avec Clarisse pour lui montrer cette archive, lui expliquer comment elle avait développé son regard, comment elle travaillait, où elle lui a décrypté, elle lui a montré des appareils photo, elle l'a amené avec elle en fait dans ce qui fait sa spécificité. Et encore une fois, qu'est-ce que Clarisse va en garder? Je ne sais pas. Mais moi, les voir ensemble, ça, ça, ça m'émeut énormément Ouais. parce que je sais que ce que je peux leur apporter, c'est la chance de rencontrer des gens qui sont quand même assez exceptionnels. Et j'espère mes enfants sont des gens exceptionnels, évidemment, mais j'espère qu'ils vont avoir envie qu'ils n'aimeront pas la banalité, quoi. J'ai pas encore l'expérience de parents, mais ouais, j'imagine que ça va être vraiment sympa de On pouvoir en connecter reparlera avec dans quelques ses années. enfants. Ouais, c'est clair. Non, Euh, chez moi, c'est très clair. C'est vraiment, ils ne sont pas du tout une contrainte, ils ne sont pas un frein, ils sont un engagement très fort. Mais, je peux être 10 fois meilleur grâce à eux, en fait. Et ouais, pour eux. ok, super, trop beau. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur, alors, sur la partie, tu disais, si j'étais un homme, on m'aurait pas demandé pourquoi je sépare mon temps, Mm. etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton engagement dans l'association Féminin Pluriel, ce que c'est, à quoi ça sert? Oui, absolument. C'est une association, alors c'est un club de femmes qui a été créé il y a une trentaine d'années par des avocats qui considéraient qu'elles avaient besoin d'échanger entre elles, d'abord pour leur pratique quotidienne, et puis pour saisir des opportunités, pour faire des efforts en commun finalement, que ce soit sur le volet client, que ce soit sur le volet lieu, les locaux. Enfin, il y avait plein de sujets qu'elle partageait. Et elle faisait des déjeuners, je crois, au Saint James. Le club a grandi et l'histoire a évolué. Et j'ai rejoint ce club-là il y a 5-6 ans. J'ai été dans le board de Paris pendant quelques années. Et j'en suis présente depuis 2 ans. Et donc, c'est l'occasion aussi de remercier Stéphanie, ma prédécesseur, qui m'a fait confiance parce que dans ce club féminin pluriel, les présidentes nomment leurs successeurs. D'accord. Donc elle savait qu'on avait des visions un peu complémentaires des choses, que je ne ferais pas de la même façon, mais elle a eu confiance dans le chemin sur lequel je pouvais amener Féminin Pluriel et donc les femmes qui en font partie. Donc aujourd'hui, notre engagement, euh, il est vraiment je ne vais pas le dire en français, mais c'est Empower Women Through Influence. Je suis convaincue que les femmes ont de l'importance et de l'influence dans leur vie en général parce qu'elles ont les bons réseaux. Elles ont les bons réseaux d'influence, donc elles ont accès à l'information, donc elles peuvent s'entraider quand il y a une difficulté. Et dans la temporalité que je traverse, l'intelligence collective est extrêmement forte. On se sent soutenu, on se sent promu, on se sent. C'est extrêmement. Enfin, ça change des phases de vie d'avoir ces personnes-là autour de nous. Et donc c'est un club dans lequel toutes les membres ont déjà une très belle carrière et viennent renforcer leur culture, leurs idées dans des temps ensemble qui se matérialisent de différentes façons. Tous les mois, on a un dîner avec un ou une speaker qui peut être une conversation. J'ai animé au printemps une conversation avec des archives d'intérieur qui ne font que de l'hospitality. Donc là, on était vraiment sur un échange, un dialogue. Le temps suivant était autour de l'entrepreneuriat et donc d'un groupe de luxe, d'une marque de luxe à un groupe toujours dans le luxe, mais qui se crée. Donc on a vraiment ce genre de dialogue, on reçoit des associations et nos speakers sont vraiment toujours des personnes qui viennent parler en toute transparence et qui nous permettent d'avoir accès, en fait, tu vois, à le plus 1, 2, 3 dans nos contacts. La personne que nous, on n'a pas en direct, mais que moi, je vais me démener pour aller rencontrer, aller trouver le via qui fait qu'on arrive à se rencontrer, à les faire venir chez Féminin Pluriel pour que nos membres aient accès à ces gens-là et qui font partie de leur réseau et un jour même de leurs amis parfois. Donc il y a ce premier temps-là et les speakers. Le deuxième, c'est on est reçu par des marques qui ont des engagements similaires aux nôtres et qui nous reçoivent dans leur showroom, dans leur flagship, pour nous parler de leur identité, de leurs évolutions, de leurs stratégies, et nous faire découvrir ce qui fait qu'elles sont aussi importantes aujourd'hui. C'est le deuxième temps. Et on a aussi des temps plus longs. Donc là, on organise avec des sponsors sur des week-ends où on crée des expériences autour de l'art, de la beauté,
sur des sujets qui peuvent être assez variés, mais avec le soutien du coup de marques assez fortes. Et le dernier, par exemple, était avec le soutien notamment de Technique Buchinger, de Valmont, d'Anne Fontaine. Donc c'est encore une occasion de les remercier parce que leur présence et tout l'écosystème qu'elles nous permettent de construire et ce qui amène les femmes qui participent à vivre des temps qui sont des temps forts et qui leur permettent de se voir, de se revoir ensuite, de se connaître et donc un jour peut-être travailler ensemble et de s'amener les unes les autres au-delà de... On sait que le plafond de verre, le premier, on le passe parce qu'on a du talent et parce qu'on travaille dur, mais ça se fait. Le second, on le passe uniquement par les réseaux d'influence, il y a aucun doute. Ouais. Donc mon engagement chez FP, c'est de créer cet environnement-là. C'est de créer cet environnement D'accord. de réseau d'influence. Et je ne le fais pas toute seule. Je le fais avec des copines fantastiques qui font le bureau aujourd'hui de FP Paris, qui sont Victoire, ma vice-présidente, enfin notre vice-présidente en fait, qui est la seule chocologue au monde. Elle a créé son métier en étant psychologue et fan de chocolat. Et elle est la seule et la meilleure, de fait. Mais elle est vraiment... c'est quelqu'un d'exceptionnel et qui a tracé une voie. Donc j'ai la chance de l'avoir avec moi. C'est l'impact du chocolat sur je ne sais pas, mais peut-être. Ce sera l'occasion aussi. de lui demander. Ouais. Exactement. C'est Karine qui, elle, est dans la gestion de patrimoine et qui travaille dans le board avec moi depuis quelques mois désormais et qui me permet de s'appuyer sur le réseau de son cabinet aussi, puis sur une personnalité qui est c'est un peu ma sœur de cœur. C'est quelqu'un qui est toujours la main sur le cœur, qui est extrêmement exigeante et qui m'aide à amener FP encore plus loin. Et puis Carole, qui est notre Madame Tech, grâce à qui on a été associés dès le premier hackathon créé par EY et Microsoft à cette initiative. Depuis 2 ans, il y a un hackathon qui est dédié aux femmes qui doivent utiliser des IA génératives pour répondre à des cas d'études soumis par des entre guillemets, clients. Et donc, cette année, on a remis les prix à Vivatech aux lauréates, on les a reçus chez FP. Et donc, c'est là... Je parle d'elle volontairement parce que c'est des profils différents. On a 4 profils, 4 réseaux différents. Mais en les mettant en commun au service du même engagement, ça permet de faire ce qu'aucune toute seule ne peut réaliser. Et donc, ça illustre par l'action, par l'exemple, ce qu'on veut faire avec FP. Et avec tous les autres clubs dans le monde, évidemment, avec Zurich, Genève, Madrid. Pas Madrid, pardon. Il y aura peut-être Madrid. Mais l'Italie, les clubs en Allemagne, à Bruxelles. Voilà, c'est dans le sud de la France, Montpellier, Côte d'Azur. C'est un réseau qui se densifie et qui propose des relais partout et qui vraiment nous permet de travailler à cette constitution d'un réseau d'influence. Avec des engagements sociétaux aussi, puisque on est mentor pour des associations, on fait des dons à des causes qui nous sont chères. La prochaine étant on reçoit Isabelle Aleno, et on va évidemment soutenir son engagement, enfin celui de Yannick et Isabelle Aleno et de tout leur famille et de leur environnement et de leurs amis, grâce à Maria Greco, qui est photographe et qui est membre de FP, et qui nous a partagé l'initiative Alive qu'ils ont fait avec JR en septembre, en mettant des photos de ceux qui restent, donc les personnes proches des victimes, sur un pont, puis en effaçant cette image au Karcher pour marquer à quel point le poids du drame est fort. Ouais. Et c'est encore une fois, c'est le réseau qui fait qu'on se soutient et qu'on va pouvoir les aider. C'est sûr qu'on n'est pas... on reste un petit club, mais ça ouvre des portes, ça permet d'en parler, de sensibiliser, et puis un don, ça peut toujours servir sur un sujet pour aider une famille ou quelques heures d'avocage. Oui, complètement. Ces profils très complémentaires permettent de faire naître des projets communs beaucoup Exactement, plus forts. Et le plus magique, c'est quand on s'y attend pas et que l'opportunité... On aura beaucoup dit ce mot-là. Exactement, la rencontre naît de la rencontre, l'opportunité de la rencontre. Il y a des étincelles comme ça dans des moments, et c'est la magie de la vie. Oui, complètement. Et pour les femmes qui nous écoutent, du coup, comment on fait pour découvrir ce club, vous rencontrer, y adhérer, j'imagine ? Oui, alors avec joie déjà de venir nous rejoindre et de nous rencontrer. C'est très facile. Il y a l'Instagram Féminin Pluriel Paris, il y a un LinkedIn Féminin Pluriel Paris sur lequel on poste les événements en amont, puis on poste une sorte de débriefing, en tout cas, des événements avec des photos qui permettent de partager les choses de manière très sereine. Et toujours toujours des jolies images. C'est aussi important de livrer à nos membres et aux participantes des images qui sont impeccables et qu'elles peuvent partager ou elles sont mises en valeur. Je trouve que ça fait partie aussi de tout ça. Donc les suivre, on met un petit lien d'inscription quand les événements sont ouverts, il suffit de cliquer, de s'inscrire et de venir. Donc dans les prochaines dates, je ne sais pas exactement quand tu sors le podcast, mais on partagera sur les réseaux et vous pourrez nous suivre. On a 2 événements en novembre, 2 en décembre. 2 événements par an, donc par mois, pardon. Ouais. On mettra les liens dans la description de toute façon pour que les gens qui nous écoutent puissent regarder. Tout à fait.
Et tu es membre un autre club, une autre association qui s'appelle We Are, c'est ça? Ouais. We Are, c'est un club privé qui est face au Bristol, qui est un lieu magnifique, où on fait une grande partie des dîners de Tunnel Pluriel. C'est un réseau très politique, très tech, qui organise plein d'événements. Il y a différentes communautés, et donc c'est une super belle opportunité d'enrichissement personnel. Moi, j'apprends plein de choses sur des sujets extrêmement différents qui vont des triades, en passant par la joaillerie, des concerts, en passant par des sujets, on parle beaucoup d'IA, de tech, et c'est une communauté extrêmement dynamique. Et alors là, pour le coup, j'ai pas d'engagement personnel, mais je m'appuie sur ce qui est proposé pour enrichir mes petites cellules grises. C'est de la rencontre et puis de l'enrichissement culturel, intellectuel. C'est un peu les mêmes sujets. Ouais. C'est de faire toujours le pas de côté pour ne pas être que dans son univers professionnel, mais de voir ce que font les autres. Et l'idée, elle naît souvent aussi autour de... Ouais, d'éviter d'avoir des œillères et de s'ouvrir au maximum. Ouais, exactement. Et comment tu fais du coup pour gérer tout ça entre Oui, je tes ne sais rien, engagements je ne fais que y aller. Donc, Mais entre Féminin Pluriel, entre ta société, entre Atelier Compostelle, etc., comment tu organises ton temps, tes enfants et autres? Alors, je suis Ça se fait assez naturellement. effectivement très organisée. Ouais. Et puis, ça se fait assez naturellement. On a des agendas qui sont calés très à l'avance, dans lesquels je laisse des plages d'opportunités pour des choses plus... qui me ressourcent et que j'ai envie de faire un peu toute seule aussi. Donc, je dirais que c'est assez simple, à condition que tout le monde soit bien calé. Et ce que je crois très important, c'est que les responsabilités soient très clairement identifiées. Donc, chacun sait ce qu'il et elle doit faire au bureau, avec les enfants aussi, et ça fluidifie en tout cas et ça facilite les ça choses. reste fluide, serein et équilibré, probablement pas, mais en tout cas, il y a une forme d'harmonie qui s'en dégage, même s'il y a des périodes dans lesquelles on doit être totalement le pied au plancher sur l'accélérateur, parce que c'est vraiment des phases... là, on est vraiment dans une phase très charnière. Ok. Il y a énormément de travail, qui est du travail d'archi, comme du travail de positionnement, d'image, de communication, tout le volet art sur lequel on met vraiment des choses en place. Donc oui, c'est vrai que là, on est clairement dans une année charnière, donc très focus boulot. Ok, très clair. Et avant d'arriver sur la fin du podcast, il y a une dernière chose que j'aimerais aborder, c'est ta vision à toi du succès quand on devient entrepreneur, quand on se lance à son compte ou qu'on se reconvertit. C'est quoi pour toi ta définition personnelle du succès? Je vais utiliser une image que me donne mon père, qui est que quand on a une personne qui nous identifie, qui devient un client, qui nous confie un projet et qui nous paye pour le réaliser, en soi, c'est le cycle de vie d'une entreprise, donc c'est une forme de succès. Après, je pense que si on veut vraiment être ambitieux, ma vision du succès pour moi et pour Atelier Compostelle, c'est si on laisse une trace. Si on laisse une trace, une empreinte durable dans l'histoire de l'art et de l'architecture. Si on a inventé, je ne sais pas, un mouvement, une façon de vivre, enfin une façon de vivre, ça c'est vraiment quelque chose dans laquelle je crois, et qui a contribué à améliorer un tant soit peu le monde dans lequel on vit de façon pérenne. Enfin, là, okay. C'est vraiment ce à quoi on tend. C'est ce que je regarde quand je regarde loin. Et ça passe par plein de petits galets tous les jours, de petites places au quotidien, d'en créer une identité, d'inventer des lieux. On a une vraie responsabilité. Chaque fois qu'on livre un projet, on a la responsabilité d'en faire le mieux possible dans l'époque dans laquelle on vit, de façon atemporelle et pérenne. J'aime beaucoup poser cette question parce que j'ai toujours des réponses qui sont très personnelles et très différentes. On se rend compte que vraiment chacun a sa propre vision du succès. Mais il y a aussi une donnée complémentaire, cool, hein. C'est qu'avoir du succès, c'est aussi un volet... on peut parler d'argent, il y a un volet du succès sans autonomie, sans liberté financière, Moi, je pense qu'on a du succès aussi quand on est en capacité d'aider. Et que le succès de nos entreprises permet d'être très généreux. Moi, je suis quelqu'un d'hyper généreux et j'aime prendre soin des autres, j'aime donner, quitte à pas toujours recevoir, mais tant pis. Je pense que le fait de prendre soin de l'autre nécessite en fait du succès. C'est que si soi-même on doit être aidé et pris en charge, on peut pas en fait être disponible pour ça. Et quand on peut acheter les œuvres d'artistes émergents, et donc d'une certaine façon aussi, c'est pas une forme de conquête. Moi, je crois pas là-dedans. Je pense que collectionner, c'est connecter et c'est pas conquérir. Mais pour pouvoir le faire, il faut un peu de moyens pour ça. Et c'est le succès de l'entreprise qui permet d'avoir un impact sur des sujets qui sont importants pour nous. Moi, le monde de l'art, c'est un environnement que j'aime énormément. Et je pense que la place du propos des artistes et
ce qu'ils amènent dans nos vies est tellement fort que j'ai envie d'avoir plein de succès pour en fait collectionner, avoir énormément d'œuvres. Un jour, j'espère avoir une fondation ou un lieu de résidence. Donc, ouais, un succès, typiquement, voilà, clairement, ce serait d'avoir un lieu où je puisse recevoir des artistes et ouvrir une résidence. Ouais, je te Ce le serait un souhaite. petit marqueur Je de, te le souhaite. Ce serait de cool. succès. Ce serait cool. Oui, donc le succès pour toi, c'est aussi une forme de. C'est se mettre dans une situation qui te permet d'aider, Ouais. d'aider les autres ou des actions qui te tiennent à cœur, quoi. Ouais, aussi. Pour terminer le podcast, parce qu'il ne nous reste plus énormément de temps, et j'aime bien dans les communications aussi autour du podcast faire ressortir un petit conseil, quelque chose de concret, parce que je me rends compte que ce qui est très cool aussi, souvent quand on regarde des vidéos comme ça, c'est inspirant, ça donne de la motivation. Souvent, ça a tendance après à vite redescendre. Et donc de donner un peu de concret. Donc j'appelle ça les petits pas. Donc c'est un petit pas pour toi, un grand pas pour ton projet en référence à la Lune et donc à l'univers du podcast. Est-ce que toi, tu aurais un petit pas, une petite action concrète, facile à mettre en application après le podcast, qui permettrait les personnes qui nous écoutent peut-être de se rapprocher un peu plus de leur projet ou d'oser passer le cap de se lancer? Et alors, je vais te donner 3. Une intention, Mhm. qui est une intention scout, qui est de faire de son mieux. Quoi que vous fassiez, faites-le de votre mieux. Parfois, on n'est pas en capacité d'atteindre la perfection. On fait juste chaque jour de son mieux et je pense que c'est un gage de bonheur et de réussite, hein, faire de son mieux tous les jours. Ensuite, des actions concrètes, oui, il y en a d'autres très simples. La première, vous aurez mes coordonnées, mettez-moi un message, venez prendre un café. Et puis, je ne peux pas en prendre des milliers, parce qu'on fera des groupes, on verra, mais on a des initiatives au bureau Seconde Vie, où on reçoit 2 fois par an dans chacun des bureaux des personnes qui sont en reconversion ou qui viennent de lancer leur entreprise pour venir discuter pendant une matinée de comment nous on a fait, donc c'est assez sympa. Et puis, il y a le fait pour les femmes qui ont envie de continuer à avancer dans leur carrière, de contacter FP, de venir à une de nos soirées et de passer un bon moment, parce que c'est vraiment quelque chose. Enfin, il y a une vraie forme de sororité, c'est pas juste un mot à la mode. C'est vraiment un club dans lequel on la ressent très fortement. Et j'ai la chance d'avoir la responsabilité d'en être présidente et j'ai envie d'amener tout ça encore plus loin. Ok. Donc l'intention et puis d'optimisation facile. Ouais, ça marche, on fera ressortir tout ça. Merci beaucoup Amandine pour ton temps, ton partage. Je te laisse le mot de la fin. Enfin, je clôturerai après, mais je sais pas si tu as un dernier mot à dire, un message à faire passer. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On mettra les liens bien sûr en description. Oui, alors vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur les réseaux Atelier Compostelle ou en perso chez moi au Féminin Pluriel sur Instagram principalement et LinkedIn. Dans le Marais pour ce qui est du bureau parisien et près du Glacis pour ceux qui connaissent Luxembourg pour le bureau de Luxembourg. Et dans les mots de la fin, je pense que la force de les déconnexions, c'est vraiment à pas négliger. La première chose, le premier petit pas que vous pouvez garder en tête, c'est de bien vous entourer et de ne jamais, jamais, jamais abandonner la densification de votre réseau, dans la qualité évidemment, c'est pas de la quantité, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes, parce que qu'il y ait des moments à fêter ou des moments plus durs qu'il faut traverser, c'est ceux qui vont faire que votre projet d'entreprise, votre rêve et votre succès demain seront possibles. C'est tout seul, c'est pas possible. Et donc, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais ensemble, c'est tout. C'est clair. Et j'ai oublié de te demander ça un peu en feedback, entre guillemets, c'est sur le format là qu'on vient de partager, s'il y avait une chose, ou plusieurs d'ailleurs, que tu optimiserais, que tu changerais, etc., pour pousser encore le podcast un peu plus loin. Qu'est-ce que ce serait s'il y a des choses qui t'ont sauté aux yeux, qui t'ont Écoute, marqué? alors c'est agréable. Moi, je trouve que le format long est intéressant, d'avoir une temps de conversation. Ce que j'aime bien dans les podcasts, c'est aussi quand il y a un public qui peut poser des questions, où on est vraiment là sans enfiler. Donc éventuellement, En ça live. peut être peut-être demander à ta communauté de préparer des questions avant de recevoir tes invités. Ok, intéressant. Ils pourront les transmettre après, dans mon cas, avec plaisir, ou d'avoir quelques personnes qui sont avec toi dans cette salle qui est très chouette pour poser des questions. Ma copine Camille Weber fait ça avec son podcast Les Voix de l'Audace. Elle a un public. Donc il y a une petite dizaine de personnes qui participent et qui peuvent poser des questions et rencontrer l'invité. Et là, on est vraiment dans cette notion de communauté du coup et d'influence. On est vraiment ensemble et on rencontre la personne qu'elle a interviewée. Je trouve que le format est super chouette. Ça peut être une piste de... Intéressant. Je me note ça et je verrai comment on peut implémenter ça dans les prochains épisodes. Merci beaucoup Amandine. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner pour connaître l'actualité de notre podcast, les nouvelles sorties d'épisodes. N'hésitez pas à nous mettre aussi 5 étoiles, à liker la vidéo également. Petit moment promotion.
Merci à tous, on vous tiendra au courant pour la sortie de l'épisode. Et si vous avez des retours à nous faire aussi, surtout en commentaire, en message privé, sur mon email qui est public aussi, n'hésitez pas, ça nous aide à faire grandir le podcast au quotidien. Et donc voilà, merci à tous et à la prochaine transmission.